Ça y est, j'ai enfin participé à mon premier régional de One Piece Card Game et je vous raconte tout dans cette vidéo. J'ai fait le débrief en live et je suis revenu en détail sur l'entièreté de mon événement, game par game. Donc effectivement, la vidéo est un peu longue, je suis désolé pour ceux qui aiment les formats plus concis, mais là vraiment, c'était le premier, j'avais à cœur d'essayer d'être le plus exhaustif possible. Je précise que je vous ai laissé une séquence à la fin de la vidéo où on va prendre le temps d'analyser un peu en profondeur le jeu One Piece Card Game. C'est vrai que moi je suis créateur de contenu multi-TCG, j'aime jouer à plein de jeux, parfois de manière plus ou moins impliquée, et il se trouve que récemment je me suis impliqué dans One Piece, ce qui a permis de nourrir une idée assez précise de ce que je pense de ce jeu-là, et en fait je pense que c'était la bonne occasion de pouvoir transmettre cette idée-là après mon débrief de Toulouse. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça peut peut-être vous intéresser d'avoir un avis global sur One Piece Card Game et surtout une analyse comparative au regard de ce que les autres TCG proposent. La vidéo est très longue donc je vous embête pas plus longtemps. Je vous demande juste de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Déroulez la description, il y a tous nos sponsors et nos réseaux sociaux donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça nous soutient bien évidemment. Je fais un big up à Card Nexus et à GameGenic. Et maintenant je vous laisse avec tout le débrief de mon premier régional sur One Piece Card Game. Merci à tous, bon visionnage. On est parti pour mon régional à Toulouse. Ce fameux régional dont je vous ai parlé depuis un bon mois et demi, 2 mois peut-être. J'avais décidé de m'inscrire donc à mon premier régional pour voir un petit peu quelle était l'ambiance, le niveau de jeu, voir quel était mon niveau de jeu aussi sur One Piece. Je rappelle que One Piece c'est un jeu auquel j'ai joué depuis OP6 mais de manière très sporadique, en faisant 4-5 games par-ci par-là, une après-midi avec les potes, un petit tournoi boutique par extension, mais vraiment de manière très 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 side, très anecdotique. Et puis depuis OP13, OP14, j'ai nourri l'envie d'essayer d'être un peu plus compétitif sur le jeu. Donc de jouer des bons decks, d'aller faire des tournois réguliers et peut-être même justement de m'inscrire à un régional. J'ai pas de type de test, de team play, je joue sur le simulateur. En tout cas, j'ai fait pas mal de simu pour essayer d'arriver préparé au régional. Et je fais quelques tournois locaux dans les boutiques de Toulon. Et ça m'a permis d'avoir un volume de jeu plus conséquent qu'habituellement pour arriver au régional quand même dans une condition où je sais plus ou moins ce que je fais. Donc au niveau préparation, je pense que j'ai réussi. Je voulais faire 200 games. Je me suis dit à 200 games, tu as un volume intéressant. Donc j'ai essayé de jouer régulièrement tous les jours. J'ai essayé même de faire 10 games par jour pour me mettre dans une condition de régional. J'ai pas réussi à tenir ça sur la durée. J'ai pas réussi à faire mes 10 games par jour. Donc je pense que je me suis présenté au Régio avec le deck que j'avais choisi, donc qui était le fible vert. J'ai déjà fait des vidéos pour parler de mon choix de deck. Je pense que j'ai dû arriver au Régio avec 80 games de simu à peu près et 2 tournois locaux sur lesquels j'avais fait 7-0. Donc j'avais les tournois locaux qui s'étaient plutôt bien passés. Ça reste des tournois locaux, donc ça n'a pas vraiment de valeur compétitive. Mais comme je dis tout le temps, c'est toujours du plus de les gagner plutôt que de ne pas réussir à les gagner. Ça te permet d'avoir quand même au moins la certitude que, au-delà de bien jouer, tu sais plus ou moins ce que fait ton deck. Et moi, c'était un peu le but de ce régional, c'était OK. Puisque je m'inscris à un événement très compétitif, ce que j'ai envie, c'est au moins à cet événement de comprendre ce qui se passe, de savoir ce qui se passe dans les games, pas être complètement largué, en fait de me mettre à la hauteur de l'événement. Pas prétendre à faire un résultat exceptionnel, mais être au moins capable de naviguer mes games en n'étant pas perdu. Et donc pour ça, il fallait que je joue, donc c'est 80 games de simu et un peu de local, mais il fallait aussi peut-être que j'ai un peu d'infos, que j'ai un peu de data. Généralement, les meilleurs joueurs sont des joueurs qui s'entraînent en équipe. Vous savez, le TCG, il n'y a pas de secret, c'est un jeu individuel mais qui se gagne en équipe. Et donc je me suis rapproché de quelqu'un qui m'a été conseillé par la communauté One Piece, et donc qui s'appelle Flèche. Et donc Flèche, c'est un des meilleurs joueurs européens de One Piece, qui est français, qui fait notamment du contenu sur la chaîne d'Iron Dad, où ils ont un podcast où ils parlent de One Piece et des TCG au global. Et donc, Flèche, lui, il fait du coaching. Et je me suis dit, ok, je pense que j'ai besoin, au-delà juste de mettre du volume de jeu tout seul, j'ai besoin aussi d'avoir quelqu'un qui m'aide à briser des plafonds de verre. En fait, la courbe de croissance sur les TCG, elle n'est pas linéaire. Tu peux pas tout seul devenir un meilleur joueur comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, tu vas monter tout seul
parce que moi, avec mes compétences multi-TCG, j'arrive très facilement à un plancher de joueurs moyens. Mais ensuite, pour continuer à monter, en fait, il faut briser des plafonds de verre. Donc en gros, tu vas monter, prendre des skills tout seul, puis ensuite tu vas stagner parce que tu es sur un plafond. On va briser ce plafond parce que d'autres personnes vont t'apprendre des choses que tu n'aurais pas pu trouver tout seul. Et une fois que tu as brisé ce plafond, tu vas continuer à monter jusqu'à taper sur un autre plafond de verre. Et je me suis dit, ok, moi je vais réussir à avoir un niveau de jeu moyen en mettant beaucoup de volume tout seul, mais il faut que je trouve quelqu'un qui soit capable de briser certains plafonds de verre pour que je continue à augmenter. C'est tout l'intérêt d'avoir une team de joueurs très compétents, c'est que du coup vous allez pouvoir tous ensemble briser vos plafonds de verre et continuer à évoluer. Les gens pensent souvent que les très très bons joueurs des TCG, c'est des gens qui ont des cerveaux énormes, des QI très élevés. C'est le cas, il y a beaucoup de génie dans le TCG, mais ce qui fait vraiment la part la plus importante d'un bon joueur de TCG, c'est surtout son environnement. On a même coutume de dire que globalement, tu as le niveau de jeu de ton environnement de jeu. Et c'est pas pour rien qu'il y a des boutiques de TCG qui sont très réputées, c'est parce que dans ces boutiques, tout le monde est très fort, et tout le monde est très fort pas parce que la moyenne des QI est plus élevée que dans les autres boutiques, c'est parce que justement, comme tout le monde est très fort, eh bien ça se répand sur l'entièreté de la communauté qui fréquente cette boutique, et tout le monde élève son niveau de jeu. Et donc voilà, je savais que globalement, je ne pouvais pas gagner ou être un bon joueur de One Piece tout seul. Il fallait que je demande quelques conseils à des personnes plus compétentes que moi. Et donc j'ai contacté Flèche qui a évidemment accepté de m'aider. Alors le problème de Flèche, c'est que c'est un joueur compétitif professionnel qui se déplace tous les week-ends, qui traverse le monde entier pour jouer à One Piece. Donc forcément son temps était très limité. Ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir autant de séances de coaching qu'on aurait aimé. Globalement j'ai fait un seul coaching avec Flèche. Sur cette séance-là, il s'est attaché à on va dire, essayer de vérifier que j'avais tous les fondamentaux du jeu et à pousser un peu certains fondamentaux, notamment sur la dynamique de Dawn et de l'étal, pour que, encore une fois, on crée des bases solides et que j'essaye d'être un meilleur joueur au global. Mais on n'a pas fait de spécifique. J'ai pas eu de séance de coaching sur mon deck. D'ailleurs, la première séance de coaching que j'ai eue avec Flèche, c'était pas sur le Fible Vert que j'ai joué, mais c'était plutôt sur Nami parce que OP16 n'était pas encore sorti. Donc voilà, j'ai eu un coaching qui m'a permis d'avoir des bases un peu plus solides et du coup de pouvoir mettre un volume de game sur le simu un peu plus intéressante que si jamais j'avais fait des games sans ce coaching-là. Mais par contre, grosse force à Flèche, c'est que quand bien même il était en déplacement, très occupé à parcourir le monde et à jouer à One Piece, dès que j'avais une question, j'ai pu lui poser toutes mes questions. Donc que ça soit sur un fait de jeu, que ça soit sur la puissance d'une carte dans tel ou tel deck, ou que ce soit sur mon choix de deck au global, il a toujours pris le temps de répondre à mes questions, de m'aiguiller, et pour ça, je l'en remercie énormément. Je vous invite à aller suivre son podcast et si jamais vous voulez être coaché, à rejoindre son Patreon où il fait des vidéos, justement, on peut le voir jouer sur le simu. Et je pense que vous pouvez aussi prendre du coaching avec lui, mais ça, je vous laisse vous rapprocher de lui, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc me voilà parti pour Toulouse avec mes 80 games et mon 7-0 en local et mes petites interactions avec Flèche. Le régional, c'est très simple, c'est le jour 1, 1200 personnes qui se retrouvent à Toulouse en open, donc il fallait juste prendre sa place. Vous avez 10 rondes à jouer et au bout de ces 10 rondes, on va dire que l'idée c'est d'essayer d'être top 32 pour pouvoir faire jour 2 et continuer à avancer dans le top cut à élimination directe. Ou alors, on va dire que vous essayez de faire le top 64 pour avoir la première prize card qui est la Boa Hancock, qui a une grosse valeur sur le marché de la revente et qui vous permet globalement de faire une bonne value sur votre événement. Quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai eu la chance à l'hôtel, et ça je tiens à les remercier, de rencontrer Alan, Océan et Fonk, donc qui sont des joueurs de One Piece, plutôt de la région du sud, plutôt vers Marseille, et qui m'ont accepté un peu dans leur team. Moi, il faut savoir que je me suis déplacé à Toulouse tout seul. J'ai personne qui, à Toulon, s'était inscrit à ce régional-là. PL n'était pas non plus présent sur ce régio. Donc j'y suis vraiment allé, je ne fais pas partie de la communauté One Piece, donc j'avais pas de gens que je rejoignais sur place, quoi. Et en fait, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté, donc merci à tous ceux qui m'ont contacté parce qu'ils ont suivi mes vidéos, qui savaient que je préparais Toulouse et que j'allais m'y rendre. Et voilà, il y a plein de gens qui m'ont proposé de passer un moment avec eux, même des locaux sur Toulouse, qui m'ont dit, voilà, si tu veux venir faire un barbecue avec nous et tout, n'hésite pas, on t'accueille avec grand plaisir. Donc ça, encore une fois, la richesse du TCG, le lien social puissant, le point communautaire qu'on a toujours envie de mettre en avant, voilà, je l'ai vécu, les gens étaient
était adorable avec moi. Et Fonk, du coup, m'a contacté sur Instagram et m'a dit, bah écoute, je sais pas à quel hôtel tu loges, mais nous, on a l'hôtel qui est à 2 minutes de la salle, donc la salle qui était à la Beige. Donc si jamais tu es dans le même hôtel que nous et que tu veux taper le carton le vendredi soir pour réviser un petit peu tes bases et compagnie, bah envoie-moi un message, on est avec 2 collègues, on est dispo, quoi. Et donc à la base, je m'étais engagé à aller faire un petit barbecue sur Toulouse avec d'autres personnes que je remercie d'ailleurs pour leur invitation. Sauf qu'en fait, avec l'annulation des trains, j'ai dû prendre plusieurs trains et au lieu de faire un voyage de 4 ou 5 heures, je me suis retrouvé à faire un voyage de 8 heures. Je suis arrivé genre vers 19 heures à l'hôtel et j'avoue que j'avais un peu la flemme de ressortir et d'aller faire un barbecue la veille du régional, pardon. Et donc, j'ai répondu donc à Fonk qui m'avait contacté pour lui dire bah écoute, il se trouve que je suis dans le même hôtel que toi, celui qui est à 2 minutes de la salle. Si tu veux qu'on tape un peu le carton la veille, c'est avec grand plaisir. Donc c'est là où j'ai rencontré Alan, Océan et Fonk, avec qui globalement j'ai passé un peu tout mon week-end, qui ont été très accueillants avec moi, qui m'ont vraiment intégré dans leur groupe alors qu'ils ne me connaissaient pas avant. Et je les en remercie pour ça. Ça m'a permis de passer un week-end en dehors du régional où là je parlais un peu avec plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et merci à tous ceux qui sont venus me saluer, vous étiez vraiment adorables. Bah, ça m'a permis aussi d'avoir ce mood un peu communautaire, week-end entre potes, que tu as normalement quand tu fais ce type d'événement-là et que j'aurais pas eu en venant tout seul si j'avais pas été contacté par eux. Donc big up à eux s'ils regardent ce débrief. Au niveau du régio, je me suis attaché à tout noter pour pouvoir vous faire le débrief le plus complet possible. Donc à la fin de chacune des games que j'ai jouées, j'ai noté quel adversaire j'ai rencontré, donc le deck qui jouait. J'ai noté si le MU était plutôt favorable, even ou défavorable. J'ai noté qui a gagné ou perdu le dé. J'ai noté qui a commencé ou qui a go second. J'ai noté si j'ai gardé ma main ou si j'ai mulligan. J'ai noté l'entièreté du déroulé de la partie. Et en plus de ça, j'ai noté, et ça je pense que ça va peut-être vous amuser, ce sera peut-être un peu sympa, j'ai noté quel a été mon niveau de jeu dans la game. En tout cas, j'essaye de m'auto-critiquer et de me mettre une note sur 10 dans chacune des games que j'ai eu à jouer. Quitte à faire un régional comme ça assez compétitif, autant en profiter pour essayer d'avoir une autocritique et d'évoluer dans notre jeu qui est One Piece. Voilà, pour que vous ayez une visu, j'avais déjà fait une vidéo où je présentais mon deck, mais je vous le rappelle pour ceux qui regardent que ce débrief, ça c'est la decklist que j'ai décidé de jouer à Toulouse. On reviendra après sur cette decklist parce que j'en suis pas satisfait, il y a des choses que je changerai après coup et je vais vous montrer à la fin de ce débrief quelle est la nouvelle decklist que je jouerai. Il y a vraiment des manquements très très impactants je trouve dans cette liste que j'ai pu corriger après l'événement et qui me semble rendre la liste un peu meilleure. Donc on arrive le matin au régional. Je sais que j'ai 10 games à jouer. Le régional a commencé un peu en retard. Il a commencé vers 10h30. Ensuite, les games sont enchaînés plutôt rapidement, donc c'était sympa. Première game, je m'assois face à Nami. Donc il y a un match-up even. Il faut savoir que je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai eu pas mal d'appréhension sur ce début de régional. Peut-être parce que j'avais l'impression de jouer à un jeu auquel je joue pas régulièrement, d'être un peu l'outsider, pas à ma place. Enfin, c'est pas un TCG dans lequel je me suis investi communautairement, encore une fois, auquel j'ai joué régulièrement. Tu vois, c'était un peu... ok, je viens voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc, j'ai été un peu impressionné par l'événement. Il y avait quand même beaucoup de monde, beaucoup de joueurs. Et je crois que j'ai un peu stressé sur mes premières games. Je pense que j'ai pas joué à mon niveau de jeu habituel sur ces premières games de régional. Et j'ai eu un peu ce que beaucoup de joueurs de premiers régionaux ont ressenti. Le côté, ok, un peu stressant cet événement-là, quoi. C'est évidemment du BO1 sur les 10 premières rondes. Et si jamais tu passes en top cut, dans ce cas-là, tu as le droit de faire du BO3, ce qui est évidemment bien plus sympa. Première game contre Nami, encore une fois avec un peu de pression sur les épaules. Le MU, donc le match-up, je trouve que c'est un match-up plutôt even. Les gens ont tendance à dire que c'est en faveur de Nami. Les joueurs pros ont tendance à dire que c'est en faveur de Luffy. Je pense que la réalité est un peu entre les deux. Je pense que c'est un match-up qui est plus ou moins équilibré. Je crois que tu préfères être du côté de Luffy, notamment quand tu joues bien le deck. Mais voilà, c'est assez close.
Au niveau du dé, je perds le dé, donc je vais go second parce que Nami a toujours envie de go first, évidemment. On lui aurait piqué son go first avec Luffy, même si notre curve naturelle est go seconde. Je crois que tu as très envie de piquer le go first à Nami pour justement lui enlever sa meilleure curve. Au niveau de ma main, j'ouvre une main de départ convenable, donc je la garde. Dans ma main de départ, j'ai drop 2 into drop 1, ce qui fait que en go second, ça me permet de développer 2 bodies sur le board. Donc notamment des Luffy et des Dazbone. J'ai un tour 2 qui est plutôt convenable parce que je suis directement avec un croco, donc ça me permet d'avoir un petit peu de pression et surtout de protéger un attaquant. Le problème, c'est que je vois pas de bonne clé. Alors que bonne clé, c'est vraiment la carte clé contre Nami, parce que Nami va passer en bas 7000 pour se défendre, et nous on fait beaucoup d'attaques à 6000, ce qui fait qu'on va avoir envie d'attacher des dons pour taper avec nos personnages, et donc forcément d'utiliser de la ressource pour ça, plutôt que de se développer sur le board, alors que bonne clé, comme lui il frappe toujours plus fort que la base défensive de ton adversaire, dans ce cas-là, le bonne clé, il aurait tapé à 8000 sur la base 7000 de Nami avec un seul don attaché. Ça c'est plutôt intéressant. Le problème c'est que il se passe 2 choses dans cette game. Je vois ni bonne clé, ni Boa, qui sont vraiment 2 cartes clés du match-up. Et j'avais le choix donc de pousser un maximum de dégâts, donc attacher mes dons pour justement taper à 7000 avec mes personnages. On n'a aucun intérêt à taper en dessous de 7000 contre Nami, parce que sinon c'est une attaque qui est un peu défendue gratuitement. Ou alors, j'aurais pu mettre moins de pression en early game, moins attacher mes dons pour taper, et plutôt jouer des creuseurs, des searchers, des cartes qui permettent d'avancer dans le deck pour justement trouver mes cartes clés. Et il se trouve que j'ai pris le plan agressif en faisant beaucoup de frappe 7000, au détriment justement de mes cartes qui auraient pu chercher mes cartes clés comme les bonnes clés et les boas. Les bonnes clés et les boas ne sont pas venues naturellement parce qu'elles auraient pu aussi monter dans ma main un peu naturellement, et ça s'est pas passé. J'ai eu un spot, un moment où j'ai passé un Luna sur 2 personnages de mon adversaire, mais un Luna en mid-game, pas en late-game. Luna, ça a permis de freeze ces personnages. Je pense que j'ai passé un Luna un peu trop tôt et que la carte aurait été vraiment préférable en late-game. Je pense que dès que j'ai vu un spot préférentiel pour jouer la carte, je me suis un peu empressé de la jouer, alors que j'aurais pu la delay, la remettre à plus tard et en tirer un petit peu plus de value. Et donc, le fait que je passe un Luna trop tôt, le fait que je fasse beaucoup de tap 7000, mais que je trouve pas les cartes clés, parce que je décide pas de développer des searchers pour aller justement creuser dans ces cartes-là, fait que je finis par perdre cette game. C'est une game qui était très très close, ça se joue vraiment pas à grand chose. Et je me dis que voilà, un Luna un peu plus tard qui aurait fait plus de value. Quelques frappes en moins pour aller chercher des cartes clés qui auraient permis de mettre peut-être plus de pression en late game. Ça m'aurait peut-être permis de gagner cette game. Donc j'ai vraiment la sensation de ne pas avoir très très bien joué cette game-là. Évidemment, je jouais des Gravity Blade, mais je les ai pas trouvés, donc il n'y a pas eu de sujet sur ce match-là. Et pour le coup, les Gravity Blade, tu peux pas creuser pour les avoir. Tu peux piocher avec tes early drops, mais ça, si je les avais eu, enfin, je veux dire, les Dazbone, je les ai joués. Si j'avais eu des bonnes clés, je les aurais joués. Et donc, du coup, tu peux piocher naturellement, creuser ton deck pour avoir ton Gravity Blade, mais tu peux pas le searcher avec des Luffy et des Ivankov. Donc ça, pour le coup, le fait de ne pas avoir vu Gravity Blade, c'est pas tellement un choix, c'est juste une conséquence, quoi. Une conséquence sur laquelle j'avais pas d'impact. Alors que le fait de trouver Boa et bonne clé, ça j'aurais pu avoir un impact dessus. Donc je perds cette première game, ce qui est pas très très bien parce que ça m'envoie direct dans les tables basses, ça m'envoie direct avec les gens qui ont perdu leur première game, et donc ça m'envoie potentiellement vers des decks que je connais pas. Il faut savoir que moi sur mon temps de jeu, 80 games de simu et quelques games de local, j'ai affronté la plupart du temps que des decks méta. Donc que des Teach, que des Mirror, que des Nami, que des NL. Tous les autres decks de One Piece que vous, en tant que joueur régulier, vous connaissez, moi je les connais app. Parce que les méta précédentes, je jouais pas au jeu. En tout cas, pas régulièrement. Et donc j'avais peur de ça, c'était perdre les premières games pour arriver un petit peu dans ce qu'on appelle la cour des miracles ou la jungle et affronter des decks qui sont peut-être certes moins forts que le mien, mais juste quand tu ne connais pas la texture de game à One Piece, tu peux te retrouver à perdre. Bon, c'est la première défaite, ça va, c'est pas très très grave, il y aura plein de bons joueurs avec des decks méta qui seront aussi à 0-1, donc on va pas tomber tout de suite dans la jungle. Deuxième game, j'affronte l'ami Rosinante. Rosinante, c'est un match-up que j'estime être convenable. Quand je dis convenable, c'est-à-dire légèrement favorable, 55-45 peut-être. Je gagne le dé, donc en gagnant le dé, je décide de partir premier,
parce que partir premier, ça veut dire lui voler sa curve premier. Encore une fois, notre curve naturelle est seconde, mais tout comme Nami, on a envie de lui voler sa curve go first. Ça nous permet aussi d'être le premier à mettre la pression, et donc ça, on prend aussi. Au niveau de ma main, je mulligan, et je me retrouve donc à faire une game où j'ai aucune pression sur ma game. Je fais rien au tour 1 et je fais juste un malheureux drop 2 au tour 2. Into, je détape et je tape 8000 avec mon leader. Mais ça veut dire que je développe pas de board. Et si je développe pas de board, c'est de la pression en moins sur la suite de la partie. Je décide de ne pas prendre mes PV sur les premières attaques et je vide énormément ma main. Ce qui, je pense, est une grossière erreur contre Rosinante. Mon oppo prend l'agression mais se retrouve avec la main pleine. Il repart très très vite après un Gravity Blade. Le problème, c'est que Gravity Blade, certes, ça solutionne une partie du board, mais ça permet pas de rajouter de la pression. Et si moi je me retrouve avec peu de cartes en main et peu de pression et que je G-Blade mon oppo mais que j'en profite pas pour faire beaucoup de taps derrière, que je convertis pas la dynamique tempo de Gravity Blade en dégâts ou en tout cas en pression sur le late game, c'est un Gravity Blade qui certes retarde d'un tour le fait que l'oppo lui va reprendre l'ascendant sur cette game. Donc voilà, je fais un Gravity Blade mais qui n'a pas énormément d'impact même s'il touche deux très bons personnages. Je joue pour un tour boa, le tour d'après, je sais que j'ai une boa qui arrive, et boa c'est très très bien pour aller enlever les derniers PV de l'adversaire qui est reclus derrière une armée de bloqueurs. Le problème c'est que je suis dans un spot où mon oppo il me fait le lot à 4 qui permet en donne-1 de défausser 2 cartes au hasard dans la main de l'adversaire s'il a 7 cartes ou plus. Et moi je m'étais attaché à remonter un petit peu en carte en main parce que j'avais trop défendu mes PV en early et j'avais plus trop de cartes en main dès le mid-game. Je remonte à cette carte et mon oppo me punit en faisant un lot donne-1 défausse de cartes. Et dans les 2 cartes qui me défaussent, il défausse ma boa. Donc le plan boa pour passer à travers ces bloqueurs n'est plus fonctionnel. Un peu déçu de cette situation. Et sur un tour un peu clutch en late game, je peux pousser mon adversaire à utiliser ses bloqueurs pour l'attraper avec un Electrical Luna. Il faut savoir que si ton adversaire Rosinante il bloque avec tous ses bloqueurs et que tu Luna, ça veut dire que tous ses bloqueurs ne se détraperont pas, il n'a pas d'attaque en comeback et surtout toi à ton tour, tous ses bloqueurs sont engagés et tu peux aller au létal. Sauf que mon oppo il voit venir le tour. Et en fait, plutôt que de défendre avec ses bloqueurs sur des taps qui sont assez faciles à défendre, il décide de défendre avec sa main. Et il donne vraiment genre toute sa main. Tu as un moyen de contraindre ton adversaire à bloquer quand même, c'est de jouer l'event Restand, donc qui est là, qui permet sur un adversaire qui défend toute sa main, de reset-up tout ton board pour réattaquer et dans ce cas-là le tuer si jamais il n'active pas ses bloqueurs. Donc tu le contrains à activer ses bloqueurs. Et ensuite, tu Luna son board. C'est un peu une solution échec et mat contre Rosinante qui marche bien. Sauf que à ce moment-là, moi, j'ai pas l'event restand. Donc, je dois compter sur le fait que mon oppo défende pas avec sa main, voit pas venir Luna et utilise ses bloqueurs. Il défend toute sa main, il utilise pas ses bloqueurs. J'ai pas l'event restand et je perds cette game. Donc là, je commence le Regio à 0-2, ce qui est exécrable. Au niveau de mon niveau de jeu, je me note 4 sur 10. À savoir que dans la notation 10 sur 10, c'est genre j'ai très bien joué ma game, j'ai fait aucune erreur et globalement, j'ai établi le plan de jeu macro parfait dans le match-up. Et 0 sur 10, c'est genre 0 sur 10, c'est pas j'ai été mauvais, c'est je connais pas le jeu, quoi. Genre je connais même pas les règles basiques et le core gameplay du jeu. Donc vous allez voir, je vais jamais me mettre 0 même quand j'ai très très mal joué. On va estimer que au-dessus de 2 ou 3 sur 10, c'est genre tu poses tes cartes sans savoir ce que tu fais, mais tu sais au moins comment fonctionne le jeu, on va dire. Donc là, je me mets 4 sur 10 parce que en termes de macro, j'ai très mal joué. Je pense que j'aurais dû prendre les vies en early pour trouver des ressources et des power cards. Et que le fait d'avoir trop défendu mes PV dans un deck qui de toute façon va me stall en late game, c'est-à-dire va pas attaquer mes PV mais plutôt mon board, ça m'a donné moins de solutions et je me suis retrouvé vite très contraint par le nombre de solutions en main. Et ça, c'est juste une mauvaise lecture du match-up. Le fait que j'ai pas assez fait le match-up, que j'avais pas théorisé le match-up et que je l'ai toujours joué de manière un peu intuitive. Parce que j'avais pas la data exactement de comment ça se jouait contre Rosinante. Et donc ça, c'est une erreur de ma part. Et un match-up qui est plutôt convenable, je me retrouve à le perdre, je suis à 0-2. Et là, ça peut commencer à très mal se passer. Troisième game, j'affronte un Mirror de Luffy, le premier de ce tournoi. Et vous allez voir que ça sera peut-être pas le dernier. Le match-up est plutôt even, évidemment, vu que c'est un Mirror, même s'il y a des cartes clés qui peuvent solutionner le match-up dans un sens comme dans l'autre. Je gagne le toss, donc je décide de partir second, qui est la curve naturelle.
et je garde ma main parce que j'ai une très bonne sortie de mon côté dans la curve, donc avec des drop 2, des drop 1. Je prends tous les bons trades, je défends le board quand c'est possible. C'est exactement ce qu'il faut faire dans le match-up, hein. C'est que des tours de fondamentaux où tu dois juste utiliser mieux tes donnes que ton adversaire. Tu dois essayer de tirer le maximum de value de chacune des cartes que tu joues, prendre tous les trades qui sont prenables. Ça sert à rien de courir et de donner trop de vie à l'adversaire. Parce que si lui derrière il arrive à trade ton board et qu'en plus il a plus de cartes en main que toi, en late game tu passeras plus. Donc l'idée c'est vraiment de jouer comme si tu jouais en limité. J'ai la chance que mon oppo ait une sortie très mollasse et ne propose pas de baggy 5 sur son tour 5 down. Il faut savoir quand l'oppo est first, il a quand même la possibilité de jouer baggy en premier. Et toi, c'est très difficile de punir un baggy sur ton tour 6 down. Mais voilà, l'oppo fait une sortie mollasse, fait une très bonne sortie. Il fait pas de baggy sur son tour 5. Je trouve un létal sur mon tour 10 down avec l'event restand. Salut la team, désolé c'est le Val du montage, j'interromps votre vidéo parce qu'en fait je viens de me rendre compte que pendant littéralement tout le débrief, je vous montre cette carte là en vous parlant de l'event restand. Alors que ça, c'est pas du tout un event restand. L'event restand dont je parle, c'est cette carte là et je vais me planter pendant tout le débrief. Désolé, j'espère que ça sera pas trop incompréhensible pour la suite de la vidéo, mais quand je montre cette carte là, en fait, je parle de cette carte là. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, désolé. Et on gagne notre première game de ce régional à Toulouse. Et on est content parce que c'est le Mirror. Et pour le coup, le Mirror, je l'avais bien travaillé parce que je m'attendais à ce que le deck soit populaire et je m'attendais à en jouer beaucoup. Et donc j'avais un peu travaillé ça sur le simu et j'avais notamment contacté Hardcore qui fait des vidéos, donc Hardcore TCG sur One Piece, qui préparait aussi le régional. Et j'avais appris dans une de ses vidéos qu'il jouait aussi le Fible Vert. Et donc je l'avais contacté, je lui ai dit bah écoute, tu veux faire quelques mirrors, viens on se rencarde, on parle de la liste, on essaye de théoriser certains match-ups et on se fait quelques games de mirror et tout. Et il avait accepté de m'aider, de me donner 2-3 insights sur le mirror. Merci à lui parce que je pense que certains mirrors, je les ai bien joués aussi parce qu'on a pu échanger tous les deux. N'hésitez pas à aller voir son débrief de son côté du régional de Toulouse. Ça s'est très bien passé pour lui, notamment sur le dimanche. Mais force à lui, il voulait son top et il l'a eu. Et ça, c'est très cool. Niveau de jeu dans cette game, pas grand chose à dire. 8 sur 10. Je pense que j'ai vraiment joué comme il fallait jouer le match-up. Donc j'étais plutôt satisfait post 3e game. 4e game, on revient de la pause déjeuner. Je me dis, ça y est, j'ai gagné enfin une game dans ce régional. Je vais peut-être commencer à faire le sous-marin et à remonter un petit peu la pente. Et là, j'affronte Kalgara. Alors Kalgara, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un deck jaune qui joue des Chandiens et des habitants des îles Célestes et qui est un match-up catastrophique pour le Phi bleu-vert. C'est notamment un deck qui va pouvoir jouer gratuitement des Wipers. Wiper, c'est une carte qui anéantit un petit peu ton deck parce que Wiper, il peut détruire tous les 2000 ou moins. Donc toutes les cartes comme Bonne Clé, comme Dasbone ou comme Monkey D. Luffy, c'est des cartes qui sont détruites instantanément quand Wiper est déployé. Et en plus de ça, s'il se trouve que ton board est engagé, tout le board prend moins 2000. Donc du coup, tu peux te faire trade back la plupart de ton board. Je gagne le toss, donc je décide de partir go second. Parce que comme je ne connais pas du tout le match-up, je me dis qu'il vaut mieux que je parte second pour respecter ma propre curve. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, j'avais jamais affronté le deck. Et c'est un peu le problème d'être à 1-2, c'est que tu vas commencer à tomber sur des decks qui sont plus exotiques. Et donc forcément, avec mes 80 games, je n'ai pas forcément rencontré. Mais ça, c'est de ma faute, j'avais qu'à gagner les premières games contre des decks très méta comme Rosinante et Nami. Sachant que je les ai perdus encore une fois, avec des problèmes d'erreur de jeu, quoi. C'est pas de la variance ou de la malchance, j'ai juste moins bien joué que mes adversaires. Donc en régional, quand tu fais des erreurs, tu le payes cash. Sur cette game-là, j'ai une sortie convenable. La synergie Wiper rend mon board entièrement tradable. Je prends Wiper sur son tour 5 down et ça dégage. En plus, il peut le jouer gratuitement en prenant une vie de sa main. Donc il peut faire un double play sur son tour Wiper. J'arrive à redéployer avec un baggy 5, mais l'oppo tank bien avec des borsas qui lui permettent de reprendre de la vie. Je fais une G-Blade sur un double Borsalino qui me permet d'entreapercevoir la possibilité de relancer un peu la game. On enlève quand même 2 bloqueurs 6000, c'est pas trop mal. On arrive dans les tours additionnels, donc je tente un létal avec un board famélique pour espérer passer en dessous ses bloqueurs et arracher sa dernière vie. Ça a des chances raisonnables de passer, je suis dans un spot de toute façon où c'est kill or die.
Et, euh, et certes, mon board est un peu famélique, mais il y a un monde où ça peut passer. De toute façon, si je tente pas le létal, je perds derrière. Et derrière, mon adversaire arrive à défendre à 1000 ou 2000 de combo près, je crois. Donc je perds cette game. Mais voilà, l'oppo, il a vu 3 Borsa, 3 Wiper. C'est un de trop, 2 de trop, ou même 3 de trop, je sais pas. Mais globalement, le match-up était très très compliqué. Je me donne quand même 6 sur 10 sur cette game parce que je trouve qu'avec une méconnaissance totale du MU, je lisais la plupart des cartes de mon adversaire. Je trouve que j'ai réussi quand même à m'adapter in-game. J'ai réussi de manière intuitive à bien me débrouiller et à trouver contre un match-up exécrable, un potentiel létal à 1000 ou 2000 de combo près. Donc voilà, je vais pas trop me shame sur cette game-là. Je connaissais pas le match-up. Intuitivement, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Voilà, je pense que j'ai mieux joué ce match-up-là que le Rosinante ou l'Anami de la première et de la deuxième ronde. Donc là, je suis à 1-3. Vous avez compris, le régional se passe pas bien du tout. Mais c'est pas très grave parce que pour le coup, j'apprends beaucoup et j'ai que des adversaires qui sont super sympas. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir entre les rondes et qui sont hyper positifs. Donc je passe quand même un très très bon moment, sachant que la dynamique principale des TCG, c'est quand même de s'amuser. Et je prends un plaisir fou à jouer avec ce Luffy. Donc ça, c'est très cool. 5e game. Donc je suis à 1-3. J'affronte un Mihawk East Blue. Alors ça, je connaissais pas. En gros, c'est Mihawk qui joue une base East Blue pour pouvoir avoir des searchers qui vont aller chercher le Shanks, vous savez, qui, quand il est engagé, permet d'engager un personnage sur le board adverse et mettre moins 1000 à tous les attaquants de l'adversaire pendant le tour de l'oppo, qui est une carte qui est assez forte, en fait, contre Monkey D. Luffy. Et donc, c'est une liste un peu... je sais pas si elle est custom ou si elle était connue, mais moi, je la connaissais pas. Je pense que le match-up contre Mihawk, il est plutôt even. Ça me semble pas défavorable en tout cas. Je perds le toss et donc je go second parce que mon adversaire prend sa curve en first, hein, tout simplement. Et je décide de mulligan ma main parce que j'ai pas d'early game dans ma main. Je fais une mauvaise sortie. Vu que j'ai mulligan, je suis dépendant de la deuxième main que je tire et je crois que j'ai pas d'agression. Mon oppo a beaucoup de cartes en main. Il arrive à développer 2 fois le Shanks qui est moins 1000 sur mon board, donc je me trouve avec tous mes attaquants qui ont moins 2000 au moment où j'attaque. C'est très très dur du coup d'aller chercher ces vies. Mon oppo fait un tour Electrical Luna sur mon board. Il faut savoir que moi je joue la carte, mais que je suis très sujet à ce que les oppos jouent la carte contre moi. J'essaye de faire un event restand pour taper avec mon board sur sa base 7000, mais ça passe pas à peu de choses. C'était un petit peu pareil comme contre Calgara. De toute façon, je peux plus gagner cette game. Il faut que j'essaye de passer en dessous. Il faut que j'essaye de la voler. Il faut que j'essaye d'aller chercher avec mon board, certes, qui tape pas très très fort, la possibilité d'aller voler ses PV. Mais voilà, il y a double chance. Tout mon board à moins 2000. Mon oppo, il est en bas 7000. Même avec l'event restand, ça fait pas assez de mathématiques. Et donc, je perds cette game. Niveau de jeu, je me suis mis 4 sur 10. Je fais un misplay sur une table de Shanks qui couche un croco. En gros, j'ai la possibilité de bloquer une première attaque et je décide de garder mon croco en bloc pour une seconde attaque. Sauf qu'en fait, le Shanks de mon oppo, qui est une carte que je connaissais mal, c'est pas un on-play le fait de coucher une carte. C'est dès qu'il est engagé, il couche une carte à l'adversaire. Du coup, j'utilise pas mon croco en bloc sur sa première attaque et sa deuxième attaque, c'est Shanks qui couche mon croco. Du coup, j'ai perdu un bloc gratuit avec ce croco qui est quand même un gros misplay, hein. Donc je peux pas me mettre une bonne note sur mon niveau de jeu, c'était assez mauvais. Et en plus de ça, je connaissais pas le deck de l'oppo, donc je pense que j'ai pas joué la game convenablement. Donc là, je me retrouve à 1-4, je crois, ce qui est franchement hyper décevant. Je m'attendais pas à forcément faire un top 64, mais je me disais qu'avec un peu de chance, une bonne run, je pouvais quand même entreapercevoir l'espoir de 1-4, c'est dur. Mais je vous ai dit que je vous débrieferais entièrement le régional, je vous débriefe tout, vous allez voir. 6e game, je m'assois et en face de moi j'ai Yamato. Ça c'est un match-up que je connais. Après les 2 derniers match-up que je connaissais pas, je suis content de revoir un leader contre lequel j'ai un peu train, je sais ce que je dois faire. Ça c'est sympa. Je pense que le match-up il est plutôt even, légèrement à la faveur d'Yamato, mais c'est close. Je gagne le dé, je décide de partir go second et j'ai la chance d'avoir une bonne main de départ donc je la garde. Je fais une bonne sortie. Je prends vite le board.
J'ai la chance de Luna, un Kinemon et une Robin du côté de mon oppo. La Robin, ça a peu d'impact, mais ça ne viendra pas trade back facilement sur mes 1000 et mes 2000. Et Luna, le Kinemon, ça permet de son côté d'avoir moins de pression sur mes points de vie. J'arrive à protéger mon board en lâchant toute ma main sur une attaque 8000, en tout cas une ou deux attaques 8000 de son côté, et ça me permet de l'étaler le tour d'après avec un board quasi full. La game a été assez rapide, hein, vraiment j'ai pris le board rapidement. Luna, un tour un peu clé où il n'a pas pu venir trade back mon board. Au moment où il a commencé à vouloir taper avec des 8000 sur mon board, j'avais assez de cartes en main pour défendre tout mon board. Et comme j'ai mis beaucoup de pression derrière, j'ai pu attaquer avec l'entièreté de mon board dans ses PV. Et ça me permet de trouver le létal. Je me suis mis 8 sur 10. Je ne pense pas avoir fait d'erreur particulière. C'est un match-up que je connaissais et ça s'est bien passé pour moi. Donc tant mieux. Je suis à 2-4 dans l'événement à l'issue de la 6e ronde. 7e ronde, j'affronte un deck Crocodile. Alors Crocodile, vous connaissez peut-être. Moi, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais affronté ce match-up-là. Je ne savais même pas ce que faisaient les cartes de mon oppo. Je devais lire absolument toutes ces cartes. Et ça, c'est un peu le problème. Quand tu es à 2-4, tu vas forcément affronter des decks plus exotiques. Et c'est un peu dommage. Le MU, on m'a dit après coup qu'il était très favorable à Luffy. Donc, match-up favorable. Je lose le dé. Donc, mon adversaire me fait partir go first, forcément. Il me prend le go second. Je garde ma main, elle est un peu discutable parce que j'ai un seul drop 2. Je sais pas trop pourquoi je garde cette main avec un seul drop 2. Peut-être parce que je me dis que j'ai juste envie, vu que je connais pas le deck, d'avoir une sortie fonctionnelle où j'ai au moins quelque chose à faire sur mon tour 3 donne. Au niveau du déroulé de la partie, j'ai aucune agression, de par le fait que ma main est pas très bonne. L'oppo trouve cette synergie bonne clé into Dasbone, into Vivi qui permet de taper mon board. En fait, en gros, il a une synergie de cartes qui permettent à l'une de réanimer l'autre et puis ensuite de jouer des Vivi à la main qui permettent de baisser la valeur d'attaque de mes personnages. Et donc, il arrive à prendre des bons trades. En late game, moi, je découvre les cartes qu'il joue, c'est-à-dire des crocos qui frisent mon board en boucle. Il a un effet croco qui peut KO pour le faire revenir, frise mes personnages et donc anéantir ma puissance d'attaque. Dans le match-up, en plus, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai tenté de prendre des trades à tort par mes connaissances du match-up. Si jamais j'avais eu connaissance du match-up, j'aurais su qu'il fallait juste aller full face dans les PV et essayer de passer en dessous, en fait. Avant justement qu'ils commencent à mettre en place ces boucles de croco et compagnie. Et donc le fait de prendre des trades dans le match-up, ça ne fait que retarder mon potentiel de dégâts et l'amener là où lui veut aller, c'est-à-dire dans le late game. Donc je perds cette game naturellement, je lis toutes les cartes de mon oppo. Bref, je me retrouve vraiment dans le scénario que je redoutais, c'est-à-dire ok, je suis pas un joueur de One Piece régulier et je le paye très cher sur des match-ups que je devrais gagner parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe, quoi. Niveau de jeu, je me mets 3 sur 10. Je pense que c'est la game que j'ai le plus mal joué de l'événement. Je garde une mauvaise main, je fais des mauvais choix et je ne sais pas, et je lis toutes les cartes de mon oppo parce que je ne sais pas ce qu'elles font. Franchement, je peux pas me mettre en dessous de 3 sur 10 parce que, encore une fois, 0, 1 ou 2, c'est quand tu connais même pas ton jeu à toi, quoi. Mais c'était vraiment une très très mauvaise game, quoi. Donc je me retrouve à 2-5 ici. Je décide de continuer à jouer, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas droppé. J'avais promis de faire mon report de mon régional de Toulouse, donc déjà ne serait-ce que pour le respect de la création de contenu, j'ai décidé de jouer mes 10 games. Il y a d'autres raisons à ça. J'avais envie de prendre de l'expérience et de me préparer pour la Treasure Cup du lendemain, et donc plus je joue, plus je prends de l'XP. J'avais envie aussi de savoir quel était mon niveau, voilà, c'est-à-dire comment je me positionne par rapport aux autres joueurs au niveau global dans un régional de Toulouse. Et donc pour toutes ces raisons-là, je me suis dit non, mais en fait tu vas pas dropper, c'est pas grave, les side events, on s'en fout. Joue tes 10 games. Joue tes 10 games et on verra ensuite ce soir, on tirera le bilan de ce qui s'est passé sur cette journée. 8e game, je réaffronte un Mihawk. Pour l'instant, c'est le seul match-up que je vois 2 fois. Vous avez vu que pour l'instant, j'ai affronté que des decks différents. Donc c'est un Mihawk plus classique. En tout cas, je reconnais beaucoup plus de cartes du deck Mihawk que le Mihawk que j'avais affronté précédemment. J'estime que le match-up est even, voire favorable.
de par le fait que si c'est pas une version East Blue, il n'y a peut-être pas les Shanks, et donc c'est peut-être moins à mon désavantage. Au niveau du dé, je gagne le dé, donc je décide de voler la curve first du deck Mihawk. Je pense que c'est une bonne idée, à voir si vous confirmez ça dans les commentaires. Je décide de garder ma main parce qu'elle est plutôt très correcte. Je fais une sortie plutôt molle, mais fonctionnelle, avec un Baggy sur le tour 3, et ça c'est vraiment très puissant. Il faut quand même se rendre compte de la puissance de cette carte Baggy dans Prisonnier sur le tour 3, c'est complètement ouf. Et je trouve un setup létal avec Eventry Stand sur un board freeze contre une main un peu bricky. Je regarde quand même son cimetière et je vois qu'il y a beaucoup de counter 2K en trash, et donc ça m'incite à prendre ce setup létal. En gros, mon oppo il a réussi à freeze tout mon board, peut-être avec un Luna. Il a plus beaucoup de PV et quelques cartes en main. Je me dis que s'il a beaucoup de 2K en main, ça va pas passer parce que le fait de défreeze tout mon board avec l'Eventry Stand, certes c'est cool, mais c'est quand même 5 ou 6 tables de moins que si jamais on avait tout notre board actif. Et donc 5 ou 6 tables de moins, il y a un monde où juste l'oppo défend, quoi. Mais je pense que je suis dans un setup kill or die, et si jamais je passe pas, je défendrai pas le tour d'après. La trash de mon oppo a plein de cas en main, a plein de counters de cas en trash. Donc je me dis ok, allez vas-y, on va juste Eventry Stand, on désetup tout le monde, on attache les dons, on fait le meilleur escalier possible, on tape, et ça passe. Et ça passe parce que l'oppo avec beaucoup de briques en main, c'est souvent le cas d'ailleurs des Mihawk qui ont beaucoup d'events et qui peuvent le payer à certains tours un peu clés. Et puis statistiquement, il y avait des chances qu'il n'ait pas tant de counter de cas. Donc ça s'est passé. Niveau de jeu, je me suis mis 7 sur 10, pas un prix de note particulière, j'ai l'impression d'avoir joué convenablement. Je pense que j'ai bien fait de prendre ma chance sur le létal à ce moment-là, et qu'avec les informations que j'avais, c'était probablement une décision acceptable. C'est pas particulièrement de la chatte d'avoir tué, je pense que c'était le plan qu'il fallait faire. Il y a Pisco Boons qui nous dit salut Val, BO1, je trouve ça rude pour un TCG, ça donne quand même une part d'aléatoire, des cartes non négligeables, ce qui est moins le cas quand tu augmentes le nombre de parties. Oui, après il faut savoir que One Piece est un jeu qui a quasiment pas de variance, de fait que tes ressources soient en dehors de ton deck, il n'y a pas de death ou de flood comme tu peux avoir sur Magic Arena, ou Magic tout court d'ailleurs, pardon. One Piece est quand même un jeu qui est très peu variancé, un joueur qui est meilleur qu'un autre va souvent gagner, qu'importe la dynamique du match-up, qu'importe la variance inhérente aux cartes que tu vas avoir dans ta main in-game. Il y a quand même cette sensation de... Le BO1 est moins frustrant que sur des jeux qui ont plus de variance. Je pense que les meilleurs joueurs de la planète, ils n'ont pas 60% ou 65% de win rate comme à Magic. Ils ont plus aux alentours des 80%. Donc, certes, j'aurais préféré du BO3. Et pour toujours, je préférais toujours du BO3. Mais je crois que One Piece est un jeu qui accepte mieux le BO1 que d'autres jeux qui peuvent être plus frustrants de par l'impact de variance qu'ils peuvent subir. Alors, il y a la variance visible et la variance cachée. Et la variance cachée, ça, tous les jeux les ont, notamment les cartes que tu vas rentrer dans ta main et compagnie. Le match-up aussi. Mais la variance visible, en tout cas, qui est celle notamment de la fonctionnalité de tes sorties avec tes ressources, au moins One Piece n'a pas ce problème-là. Moi, ce que j'aurais aimé dans le fait d'avoir du BO3, c'est qu'à chaque fois que j'ai affronté un match-up que je connaissais pas sur ce régio, bah, ok, tu te fais surprendre à la première game, mais je pense que je suis une capacité d'adaptation qui est convenable. Et typiquement, la game contre Croco, ok, je perds la 1, mais il y a de grandes chances que, notamment avec un match-up favorable, je gagne la 2 et la 3. Parce que j'ai compris que j'ai fait n'importe quoi dans la première game. Et tu sais, il suffit souvent de te faire attraper une fois, tomber dans le piège une fois, pour ne plus y tomber par la suite. Et donc effectivement, en BO3, il y a probablement quelques match-up que j'aurais pu solutionner sur un BO3 et qui m'ont été vraiment défavorables en BO1. Bref, après cette game contre Mihawk, je suis à 3-5. On avance vers la 9e game contre Doflamingo Violet. Alors ça, pour le coup, c'est un match-up exotique, certes, mais que j'avais déjà affronté en local, notamment pendant l'OP14 et l'OP15. Donc exotique, oui, mais je savais ce qu'il fallait faire dans ce match-up et je savais ce que mon oppo faisait. Je pense que le match-up est plutôt favorable. J'ai gagné le dé, je pars second, je respecte ma curve, je garde ma main, et là, pas grand-chose à dire sur cette game. Je mets beaucoup de pression en early, notamment avec des early drops. Je trouve un létal sur le tour 8 donnes, donc ça va très très vite. Je fais énormément d'attaques répétées, tout simplement, et mon oppo n'arrive pas à défendre ses points de vie et à rediriger les bonnes attaques. Donc game expéditive, plutôt simple à piloter en soi, pas eu de difficultés majeures.
Je me suis mis 7 sur 10 parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs dans cette partie-là. Mais j'ai pas eu non plus de décisions à prendre particulièrement complexes. Donc là, je suis à 4-5 à ce moment-là dans le régional. J'ai eu la chance, et ça aussi, il faut le dire, généralement, les gens drop dès qu'ils ont 3 défaites ou plus parce que ils peuvent plus prétendre à un top. Et donc, tu peux te retrouver à affronter des chaises vides. Moi, c'est-à-dire à ne pas avoir d'adversaire. J'ai eu la chance d'avoir tout le temps un adversaire. Et ça, je suis très content. J'avais beaucoup de gens autour de moi qui attendaient leur oppo. Tu sais, quand tu es au fond de la salle avec 5 défaites, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'oppo. Et non, moi j'ai eu la chance d'avoir toujours un adversaire, ce qui m'a permis d'engranger beaucoup d'expérience pour la Treasure Cup du lendemain. 10e game, j'affronte Sengoku. Ça pareil, match-up plus exotique, mais comme c'est de l'OP16, j'ai quand même affronté plein de fois le deck, notamment sur le Simu, donc je sais exactement ce qu'il fait. Je sais que c'est un match-up qui est très favorable, donc tant mieux pour moi. Je perds le dé, je vais second. Pourquoi est-ce que mon oppo m'envoie second? Parce que lui veut sa curve en first, tout simplement. Donc je perds le dé, il m'envoie second, je garde ma main. Je mets beaucoup de pression en early avec drop 2 into drop 1, into double drop 1, pardon. Donc ça c'est plutôt sympa. Hein. Tu fais pas souvent cette sortie-là où tu trouves un Dasbone into double Monkey Luffy. Ça permet de mettre beaucoup de board et Sengoku en early game, lui il fait que des searchers, il fait pas grand-chose. Donc il est obligé de prendre l'aggro. Donc plus tu développes de body et plus tu vas taper fort. Et en fait ce que tu veux c'est qu'au moment où il fait son tour 8 donne, il est plus qu'un seul PV et que toi tu puisses juste l'étal le tour d'après. Donc je fais la sortie avec grosse pression. Mon oppo fait pas grand chose, il rampe pas et il propose 8k leader sur son tour 3 donne. Donc moi je prends juste ma vie, il impacte pas le board. Je sais qu'il a même pas un petit searcher pour venir trade back mes sorties à base de drop 1 et drop 2. Donc je vais pouvoir vraiment taper fort dans ses vies. Le tour donne -8 de mon oppo est catastrophique parce qu'il trouve seulement un Sakazuki et un Borsa. Il n'y a pas le Kuzan qui va avec, donc du coup il fait son don -8, non pas pour 3 body mais seulement pour 2 body avec un seul PV restant. Ça suffit pas du tout pour stabiliser la game. Moi je finis sur mon tour 10 don avec l'Eventry Stand, board full, 12 attaques. Match-up vraiment très facile. Je crois pas avoir perdu contre Sengoku avec Luffy bleu-vert sur toutes les games que j'ai eu à faire sur le Simu. Il faut vraiment que ça se passe très mal pour toi, très bien pour lui. Il faut vraiment qu'il ait les 3 amiraux sur le tour donne -8 à minima, quoi. Et peut-être même 2 ou 3 PV si possible. Donc ça demande d'avoir beaucoup de searchers en early pour pouvoir commencer à trade back les petits body. C'est très compliqué. C'est un match-up vraiment, tu veux pas affronter Luffy. Niveau de jeu, je me suis mis 7 sur 10, pas de difficulté particulière. Je crois pas avoir fait d'erreur dans cette game, mais j'ai pas eu un decision making particulièrement complexe. Donc il n'y a pas de raison de se noter mieux. Donc je finis ce régional avec 5 victoires et 5 défaites. Je suis parti tout en bas et j'ai réussi à faire une petite remontada sur la fin. Ça me permet d'arriver, si je dis pas de bêtises, on va le confirmer ensemble, top 512. Il faut savoir qu'il y a des prix à partir de la 512e place. On était plus de 1000, je sais pas, 1100, 1200 je crois. Et donc quand tu rentres dans le top 512, ça te permet d'avoir un booster régio supplémentaire pour avoir des petites cartes, des petits lots. Donc ça c'était sympa. Vous avez donc le nom de tous mes adversaires que je salue. J'ai eu aucun problème à la table. Tout le monde a été extrêmement sympa et cordial. Il n'y a pas eu de rule shark ou de comportement toxique. Donc voilà, big up à tous mes oppos. C'était une bonne journée de One Piece, même si le résultat est quand même en dessous de mes attentes et un peu cette déception d'avoir perdu mes premières games qui m'ont envoyé vers des match-ups que je connaissais pas. Mais comme je dis, j'avais qu'à les gagner ces premières games. C'est pas de la variance, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Au niveau des points positifs de ce régio, j'ai beaucoup appris, je me suis amusé et j'ai rencontré plein de gens super sympas. Au niveau des points négatifs, je regrette de ne pas avoir affronté des match-ups très favorables comme Teach que je connaissais et je regrette d'avoir affronté des match-ups que je connaissais pas. Mais est-ce que c'est vraiment un point négatif dès lors que j'avais la main pour que ça n'arrive pas? Parce que si j'avais commencé à gagner mes premières games, j'aurais probablement pas affronté ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de négatifs. Je sais que les gens se sont plaints du fait que la clim a commencé à tousser un peu vers 15h. J'avoue que j'ai pas tant subi la chaleur que ça, donc ça va. Et je trouve surtout qu'à la différence du dimanche,
l'événement s'est bien enchaîné. Donc voilà, je félicite leurs gars pour ça. Certes, on a commencé un peu tard pour que tous les gens qui faisaient la queue pour avoir une place au dernier moment aient pu rentrer. Et en vrai, c'est cool pour eux, donc tant mieux, c'est pas très grave que c'est commencé tard. Par contre, les games ensuite se sont vraiment bien enchaînés, donc c'était sympa. Moi, j'avais le cheat code en plus d'avoir l'hôtel à 2 minutes à pied de l'événement. Donc typiquement, pendant la pause repas, j'ai pu rentrer à l'hôtel. Très chill. Voilà, très très chill. Très bon moment. Le résultat est pas là, mais tout le reste y était. Maintenant, on va parler de la Treasure Cup. La Treasure Cup, c'est le tournoi du lendemain. Globalement, c'est le même tournoi que le Régio. Il n'y a pas 1200 places, il y en a 800, je crois. Donc tu reprends les mêmes et tu recommences. Si ce n'est qu'il n'y a pas le top 32 qui, eux, jouent pour le top cut le lendemain. C'est un événement qui est quand même très compétitif. Hein. Vous allez voir les joueurs que j'ai affrontés. Il y a de très très beaux noms qui ne font pas top 32 juste parce qu'ils n'ont pas eu les départages ou parce que, tu sais, des fois, un très bon joueur, il peut faire 7-3 au lieu de 9-1. Ça arrive aussi. J'avais la possibilité le samedi soir d'aller chiller dans Toulouse. Des gens m'avaient proposé de sortir et d'aller profiter de la vie. Et je me suis dit quand même, je suis un peu frustré de ce résultat. J'ai bien envie de rester à l'hôtel et de jouer. Et juste de continuer à jouer pour continuer à m'améliorer et à essayer d'avoir un meilleur niveau entre guillemets sur la Treasure Cup. Donc j'ai le copain Fonk qui était dans le même hôtel que moi qui me dit bah écoute moi j'ai pas trop envie de sortir non plus, donc si ça te chauffe on se prend un Uber Eats et on se tape au TCG. Et donc c'est ce qu'on a fait, c'était plutôt sympa. J'ai pu jouer le soir même contre Teach et contre Rosinante, qui sont des match-ups que je pensais rencontrer le lendemain sur la Treasure Cup. Et j'ai décidé de me coucher tôt, comme ça au moins j'étais en pleine forme. Donc là on arrive à la Treasure Cup, j'arrive déjà plus confiant que la veille. C'est vrai que la veille, le début de l'événement, me dire putain mais en fait je suis pas trop à ma place, j'ai pas beaucoup joué à One Piece, est-ce que j'ai vraiment le niveau de faire un régional, est-ce que ça va bien se passer ? Ce qui fait que j'étais pas hyper à l'aise lors de ma première game. J'ai pas trop ce sentiment à la Treasure Cup, tu vois. J'ai fait 10 games la veille, plus mes games le soir. Je dis ok, on est à la cool, quoi. On prend les matchs les uns après les autres, juste prends du plaisir, amuse-toi et ça va bien se passer. Donc j'aborde déjà pas l'événement de la même manière. Et ça change pas mal de choses. Treasure Cup, première game, Mirror de Luffy. Let's go, j'aime bien le Mirror de Luffy, je le connais. C'est exactement le genre de match-up que je veux affronter. Et c'est vrai que sur ta première game, tu peux affronter des trucs comme Crocodile ou Calgara, puisque tout le monde est à 0, entre guillemets. Au niveau du match-up, bah forcément, il est even. Je gagne le dice, je go second, je garde ma main. Je fais une très bonne sortie, double bonne clé au T1. Ça, c'est vraiment très bien. Hein. Ça te permet de commencer à mettre pas mal de pression. Je fais Dasbon et frappe au tour 2. Donc ça c'est un peu dommage, c'est-à-dire que sur mon tour 4 down, j'ai pas un crocodile pour pouvoir convertir un peu l'avantage et défendre mon board. Je fais juste Dasbon, détape et je tape avec mon board. J'ai mon baggy sur le tour 6 down, et donc ça c'est trop bien. Hein. Dès que tu peux curver ton baggy tour 5 ou tour 6 down, c'est la meilleure carte du jeu. Et quand je dis du jeu, je parle même pas de ce deck là, je parle du jeu One Piece au global, je pense. Mon oppo, lui, fait pas une très bonne sortie. Sur son tour 3 down, il me fait frappe 8k leader. Donc là, je prends mon PV évidemment, mais ça veut dire qu'il développe pas de board et que du coup, il aura du mal à trade back mon board à moi. Et sur son tour 5 down, là, c'est la catastrophe. Il fait non pas Baggy prisonnier, il fait Ivankov. Et Ivankov, c'est vraiment pas une très bonne carte. On la joue un peu par défaut et vous allez voir que dans la decklist que je vous proposerai post débrief, c'est probablement une carte que j'ai même plus envie de jouer. Donc globalement, on ne fait pas la même sortie et il faut que mon adversaire fasse aucune erreur et que moi je fasse quelques erreurs pour pouvoir inverser la tendance. Il fait un baggy sur tour 7 avec donc baggy prisonnier que je punis instantanément par un Gravity Blade, l'empêchant vraiment totalement de revenir dans cette game. Je trade son Ivankov avec une frappe 5000 leader, ce qui fait que mon oppo se retrouve sur son tour, donc sur mon tour à moi 8 down je crois. Il se retrouve avec genre aucun perso sur le board et moi le tour full. Je finis juste après avec un event restand into lethal. Ça a été un peu une game à sens unique. J'ai fait une très bonne sortie, l'oppo une mauvaise. Et en plus de ça,
Encore une fois, comme je le dis, le mirror, c'est que des fondamentaux, c'est vraiment presque du limité. Tu veux juste tirer un maximum de value de chacune de tes cartes, protéger ton board, prendre les bons trades, taper PV quand tu peux. C'est que des maths un peu fines et complexes, sauf que il y a 2-3 power cards qui simplifient ces maths-là. Et Gravity Blade, ça en fait partie. Donc si tu as déjà l'avantage sur le board et qu'en plus tu simplifies les maths, bon, hein, très, très compliqué pour l'oppo. Donc là, je commence à 1-0. La différence déjà de hier au Regio, je me mets déjà dans de meilleures conditions. Niveau de jeu, je me suis mis 8 sur 10. Pareil, j'ai pas l'impression d'avoir fait d'erreur. Et en même temps, j'ai pas eu de grosses décisions très complexes qui m'auraient demandé d'avoir un niveau de jeu très élevé. Deuxième game, je m'assois à la table et mon oppo joue Rosinante. Je suis content parce que j'ai fait le match-up la veille. Et je pense que je l'ai bien mieux compris que au moment où j'ai joué le Rosinante hier, la veille au Regio. Mais j'ai fait le match-up la veille le soir contre le Poto Funk. Je pense que le match-up est plutôt even, légèrement en la faveur de Luffy. Je perds le dé, donc je vais go second. Mon adversaire prend sa curve first et c'est normal, c'est celle qu'il préfère. Je décide de garder ma main, pardon. Je fais une sortie convenable avec un drop 2, into Croco, into Baggy. Le Croco sur ton tour 4 down qui te permet de repiocher une carte sur ton drop 2 et ensuite de te protéger avec un bloqueur, c'est vraiment sympathique. Je décide, à la différence de la première fois où j'avais affronté le match-up, de prendre mes vies pour rester haut en main, quitte à descendre en vie, parce que de toute façon en late game, mon adversaire, il veut plutôt me stall plutôt que me taper. Donc c'est pas grave de prendre tes vies en early, ça te donne juste plus de choix et plus de cartes dans ta main pour défendre ton board. Je fais le savant équilibre entre je tape tes PV et je protège mon board patiemment, ou en arrivant à restand mes personnages en les échangeant, ou avec des crocos, ou alors en les défendant un petit peu. J'ai un spot qui me met vraiment devant, où je fais un Gravity Blade, donc un G-Blade sur 2 Rosilo du côté de mon adversaire. Quand tu attrapes 2 Rosilo avec G-Blade, tu enlèves 16 000 de patates sur le board, c'est énorme. Et j'arrive à trouver un létal avec Event Restand sur une double attaque boa à travers 3 bloqueurs. Donc ça, j'étais plutôt content parce que l'oppo, quand il a un PV, 3 bloqueurs, même quand tu as Event Restand, tu te dis ouh, ça peut être un peu complexe. Il suffit qu'il arrive à bloquer le board et à défendre les 2 boas et du coup, tu passes pas. Mais en vrai, j'avais tellement d'attaques que ça s'est bien passé. J'ai fait quand même une attaque foireuse avec un bon clé qui retarde mon létal d'un tour. Donc je peux pas me mettre un très bon niveau de jeu. Je me suis mis 6 sur 10. En gros, j'ai eu une bonne macro, c'est-à-dire que j'ai eu une bonne vision du match-up et je pense que j'ai joué le match-up dans son ensemble, dans la texture de game, comme il devait se jouer. Mais en termes de micro, j'ai fait quelques approximations, et notamment sur cette attaque bonne clé qui n'avait aucun sens et qui, en retardant le létal d'un tour, peut-être m'enlever le létal. C'est ça qui est catastrophique. Donc 6 sur 10 parce que j'ai gagné la game, mais je suis peut-être un peu généreux. Peut-être que je mérite pas la moyenne sur cette game. Bref, je suis à 2-0, je suis content, j'entame bien mon tournoi. Troisième game, je m'assois et en face de moi, on me propose le premier deck exotique de cette Treasure Cup, Baggy. Le Baggy d'OP16, donc Baggy prisonnier, que je connais pas vraiment comme match-up. Je crois que je l'ai affronté qu'une seule fois. Je sais que je peux pas trop trade son board parce que c'est le pouvoir de son Baggy en fait. Dès que tu prends un trade, tu as un prisonnier civil qui arrive sur le board et qui peut faire de très bons trades de ton côté. Donc je crois que le plan c'est vraiment de tempo, c'est-à-dire d'aller PV, protéger ton board et essayer de freeze tout ce que tu peux avec des boas ou des events. Je pense que le match-up est even, j'en suis pas persuadé. Je sais pas à quel point il est favorable ou défavorable, j'ai l'impression que c'est jouable dans les deux sens. Je perds le dé, donc mon oppo m'envoie go first, je décide de garder ma main. Je fais une très grosse sortie avec tour 2 Luffy plus double drop 2, plutôt méchant. Donc Luffy c'est Luffy tour 1 évidemment. Into, ça c'est vraiment la max. Into Dasbon, bonne clé. Donc tu mets déjà beaucoup de pression. Quand je sais que mon plan de toute façon c'est d'aller directement face dans les PV, t'es content d'avoir de la pression. Je fais vraiment la max sortie parce que sur mon tour 5 down en go first, je fais Baggy prisonnier. J'arrive à sécuriser le board et taper face tout le temps pour éviter le trigger du leader. Je prends des PV pour assumer mon tour létal. J'hésite à G-Blade, mais finalement les maths défensifs sont pas en ma faveur avec une seule vie. Donc je trouve un létal avec Event Restand et 8 frappes sur 2 PV et un bloqueur.
les 8 frappes plutôt que 12 parce que ma boa freeze et mon Dasbone qui frappe pas à 6 à cause de mes cartes en main. Ça me donne raison parce que finalement j'arrive à l'étal à travers le bloqueur et de PV avec ces 8 frappes. Mais est-ce que c'était le meilleur play ? Avec le recul, je pense que oui. Je pense que le Gravity Blade accomplissait pas assez dans cette situation-là et que j'ai bien fait de prendre mon létal avec Even Tristan. Ok. Je me suis mis 8 sur 10 sur le niveau de jeu. J'ai pas l'impression d'avoir fait des erreurs. Donc là, je suis à 3-0 sur cette Treasure Cup. Ça commence très bien. Je commence à monter très haut dans les tables. J'arrive dans les premières tables, celles où il y a notamment Flèche, que j'ai même pas croisé. En fait, Flèche, j'ai même pas pu le saluer le samedi parce que j'étais dans les tables du fond. Donc vraiment à l'autre bout de la salle. Et là, je commence à arriver dans les tables où tous les meilleurs joueurs sont. Et comme Flèche, la veille, il s'est pas qualifié pour le top 32, du coup, il fait aussi la Treasure Cup. Donc là, j'avance et je me dis, putain, je vais pouvoir le croiser et le saluer quand même. On a beaucoup échangé sur Discord. Ça me ferait plaisir de lui serrer la main. Et donc, c'est là où ça devient un peu rigolo. Donc là, je suis à 3-0. Je commence à arriver sur les premières tables. Et au moment où je m'assois, il faut que vous imaginiez qu'il y a mon adversaire en face de moi. Et à la gauche de mon adversaire, donc en diagonale à ma droite, il y a Flèche. Donc je suis aux mêmes tables que le gars, entre guillemets, qui m'a donné quelques conseils. Donc je suis content, je salue Flèche, on rigole. Il me dit « Ah putain, t'es à 3-0 », il est content pour moi forcément. Et je vois qu'il est un peu amusé de la situation. Parce qu'il me dit « Écoute, je te présente Luca. Luca, c'est mon teammate, Luca Forian. Et je pense qu'actuellement, c'est, si ce n'est le meilleur joueur du monde, un des top 3 meilleurs joueurs de One Piece. » Et je suis en mode, waouh, ok, d'accord, oui. Donc là, à 3-0, je commence à affronter des gars qui sont vraiment très, très, très forts. Donc forcément, Flèche, il donne pas très cher de ma peau. En plus, en mirror match, on joue tous les deux Luffy. Mais moi, en même temps, je lui réponds, trop bien. Moi, je suis là pour ça, affronter des bons joueurs, m'améliorer, c'est trop cool. Je vais quand même vous afficher le palmarès de Luca Forian, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que le palmarès est aberrant. Ça, c'est seulement sur l'année 2025-2026. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de tops de Regio et de Treasure Cup et le nombre de victoires. C'est aberrant comme stat, la régularité du gars. Alors peut-être que les aficionados de la compétition de One Piece, vous connaissiez déjà ce nom-là. Moi, je ne le connaissais pas. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie vraiment des meilleurs joueurs de la planète. Et en plus de ça, Luca se paie le luxe d'être champion du monde en titre de Master Duel à Yu-Gi-Oh! Et je vous laisse évidemment regarder son palmarès à Yu-Gi-Oh! C'est aussi aberrant. Donc là, on est sur un monstre du jeu. Mais oui, c'est ridicule le palmarès de Luca, tellement c'est abusé. Bref, je suis enfin là où j'avais envie d'être. C'est donc face à des très très bons joueurs dans les hautes tables. Certes, c'est pas du tout mon niveau de jeu, j'ai de la chance d'être là, mais j'en profite et je suis content. Donc dans ce match-up, on joue un mirror de Luffy, je perds le dé, je go first, parce que mon oppo m'envoie go first, forcément il prend sa curve second, je mulligan ma main, je fais une bonne sortie de mon côté avec double drop 2 en first, donc ça c'est plutôt pas mal. Mon oppo, lui, joue des Ivankov à 3. En fait, toute la team de test de Flèche jouait des Ivankov à 3. Donc, c'est la Ivankov du ST12 qui est un 4000 pour 3 qui te permet de révéler la carte du dessus, de la top ou bottom. Et si c'est un drop 2, de la mettre en jeu. Et quand tu attaques, si tu as 6 ou moins en main, tu peux piocher une carte. C'est une carte qui est très bien parce qu'elle te permet dans le Go First d'avoir plus de drop 2 à descendre sur le board. Et en plus de ça, c'est assez simple de te retrouver dans les conditions où tu peux piocher avec. Et le trade back est plus difficile que sur tes drop 2 initiaux parce qu'elle a 4000 de power. C'est effectivement une très bonne carte. Donc dans le match-up, je fais une très bonne sortie. Mon oppo, lui, joue seulement une Ivankov à 3, donc il ne fait pas une sortie très puissante. J'arrive à préserver mon board en inclinant pas les petits attaquants et taper fort sur le leader. J'arrive à baggy sur mon tour 3. Donc sur mon tour 5 down parce que je vais first into G-Blade sur son baggy prisonnier de son tour 6 down. J'arrive à trade le Ivankov, donc le Ivankov bleu qui pioche avec mon leader. Ce qui fait que je me retrouve dans un spot où j'ai vraiment full board. J'ai réussi à Gravity Blade son baggy prisonnier et je prends le trade favorable sur sa 4000.
Il arrive à reconstruire et tempo avec un G-Blade à son tour, donc Gravity Blade sur mon board. Donc on commence à s'échanger des ressources. J'ai quand même de l'avance sur ce board-là parce que ma sortie était meilleure à la base. Je m'offre un létal avec Event Risten en prenant les PV puis en défendant le board. Cependant, je fais une erreur et là, il faut que je vous raconte. En gros, j'ai un potentiel létal qui doit ressembler plus ou moins à ça. Donc ces 4 personnages-là. Et je dois avoir un petit Luffy. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour maximiser mon létal et faire les meilleurs maths possibles, je joue un Galdino. Galdino, ça va permettre d'utiliser des dons rested pour les attacher à mes 6000 ou plus. Et comme j'ai un baggy prisonnier sur le board, que j'ai dû reconstruire entre-temps, eh ben, ça me permet de pouvoir l'engager et de les faire taper à 8000. Donc ce que je fais, c'est qu'en gros, je joue mon Galdino, j'ai toujours mes 5 noms différents, je commence à taper, donc je tape avec Bonne Clé, Dasbone, et il y a un moment où mon adversaire qui est à 1 PV prend son dernier PV. Et le dernier PV de mon adversaire, c'est cette carte-là. Et cette carte-là, c'est Gum Gum Pluie. Et en déclenchement, tu peux renvoyer dans la main de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de 2 ou moins. Et donc ce qui se passe, c'est que donc, sur ces frappes qui vont dans le dernier PV, mon oppo prend son dernier PV et bounce mon Galdino. Donc c'est-à-dire que je reprends mon Galdino en main, sauf que moi, comme un imbécile, n'ayant pas pris en compte cette carte-là alors que je la joue, eh bien je n'ai plus les ressources nécessaires pour rejouer mon Galdino, puisque j'ai attaché des dons pour taper avec mon Bonne Clé. Je me suis juste laissé les 7 dons nécessaires pour jouer mon Event Restand. Donc au moment où il bounce mon Galdino et qu'il me reste 7 PV, eh bien je ne peux plus restand mon board parce que je n'ai plus 5 noms différents. Et là, je me décompose. Et c'est une erreur. Ok, mon oppo, il a de la chatte d'avoir ça sur son dernier trigger. Mais moi, je n'avais aucune raison de déposer mon Galdino avant de vouloir restand mon board. J'aurais pu juste décider d'attaquer en utilisant 2 dons ici, attaquer. Et au moment où mon oppo, il aurait fait le trigger donc de renvoyer un 2 ou moins dans la main, il m'aurait renvoyé Dasbone, j'aurais pu le rejouer, d'étape 2, jouer Mr. Free Galdino, et ensuite restand tout mon board. Donc, c'est hyper frustrant d'avoir un trigger qui te détruit dans le dernier PV de ton oppo, mais en fait, en jouant bien, je pouvais me prémunir de cette situation. J'ai la chance quand même que cette erreur ne me porte pas préjudice, parce que du coup, quand je vois que je me fais bouncer ça et que je peux plus trade, il me reste quand même plein de dons et des attaquants. Donc je décide de prendre les trades avec mes dons et mes attaquants restants, d'oublier le setup létal. Je joue un croco bloqueur et je laisse un don en défense pour pouvoir défendre au cas où mon oppo décide de létal en retour. Donc je me prends les bons trades, mets des bloqueurs, décide d'avoir un don pour pouvoir défendre avec par exemple une DMG. Lui sur son tour, il fait un tour défensif où il fait Galdino, empêche Baggy de taper, pioche 2 pour pouvoir justement défendre le létal, sachant que il sait très bien que j'ai l'Event Restand en main puisque je jouais pour ça le tour d'avant. Donc pour le coup, il est obligé de tourner autour de cet Event Restand là. Donc il essaye de composer la meilleure défense possible. Sauf que moi j'ai un petit Monkey D. Luffy qui me permet de faire le 5e personnage et je joue Galdino pour remplacer le Buggy, ce qui fait que j'ai 5 noms et je vais pour létal ici. Donc je me retrouve à 4-0 en ayant battu l'un des meilleurs joueurs de One Piece de la planète. Donc je me dis vraiment, putain, cette Treasure Cup, c'est mon événement. J'ai vraiment de la chatte. Je suis même pas puni sur un énorme misplay. Il y a vraiment un monde où ça peut le faire, quoi. Je me suis mis 6 sur 10 en niveau de jeu parce que je fais un misplay exécrable. Le Galdino, ça peut clairement me coûter la game. Et contre des mecs du niveau de Luca, tu peux pas leur laisser tu peux pas faire des erreurs comme ça. Tu peux pas leur laisser cette marge de manœuvre de revenir dans la game. On a tellement eu un désavantage de sortie, c'est-à-dire que j'ai eu une sortie qui est tellement meilleure que la sienne. Certes, en faisant aucune erreur de son côté, il peut micro-avantage après micro-avantage à revenir dans cette game, et c'est ce qui s'est passé. Mais moi, si jamais je fais pas trop d'erreurs, je vais quand même conserver l'avance que la variance m'a donnée. Par contre, si je fais des erreurs, c'est là où il peut inverser la tendance et me prendre cette game. Donc voilà, j'ai pas fait assez d'erreurs pour lui donner l'opportunité de gagner cette game, mais j'en ai quand même fait une belle avec ce Galdino 2, quoi. Donc là, je me retrouve à 4-0
Forcément, Flèche est très amusé du fait que j'ai battu son teammate qui est très très fort. Évidemment, c'est beaucoup de chance et tant mieux pour moi, quoi. Mais ça me met dans de bonnes conditions. En plus, je sais que Flèche gagne sa game aussi, donc il est à 4-0. On peut peut-être s'affronter dans les prochaines rondes. Et moi, ça m'amuserait de pouvoir jouer contre lui. 5e game, j'affronte encore un mirror de Luffy. De toute façon, globalement, quand tu commences à monter dans les hautes tables, tu vas faire beaucoup de mirrors parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent Luffy bleu-vert. C'est vraiment un très bon deck. Le match-up, évidemment, il est even. Je perds le dé, donc je vais first. C'est la 3e fois que je vais first en perdant le dé avec Luffy dans le mirror. Mais pour l'instant, j'ai gagné 2 fois, donc pourquoi pas. Je garde ma main. Je fais une très très bonne sortie avec sortie tour 1 into tour 2 into frappe 7k sur le leader au tour 2. Je fais un tour 3 sans buggy, donc je développe des crottes. Donc je prends plutôt un tour 3 à étendre mon board plutôt qu'à jouer un buggy. J'arrive à défendre mes PV et laisser mon board actif. J'ai eu un spot un peu gênant où, en gros, j'ai un Luffy sur le board. Et donc ça, je vais quand même le rendre à mon adversaire qui a été très fort sur ce coup-là. J'ai un Luffy sur le board et je crois que j'ai un truc comme double croco, je crois. Ouais, c'est ça. Je vais vous refaire le board exact. Je crois que j'ai ce spot-là. J'attache mon premier don. Et je déclare 5000 sur la carte de mon oppo. Et mon oppo, il me dit, bah, attention, t'as 2 crocodiles en jeu. Tu tapes pas à 5000, tu tapes à 4000. Et là, je dis, ah, effectivement, je suis con. J'avais pas vu que j'avais 2 cartes identiques. Ce qui fait que comme lui, il prend en compte que des noms différents, je tape à 4000 dans un personnage à 5000. Et mon oppo me dit, ça me dérange pas si tu veux rajouter un don et refaire ton attaque. Il n'est pas obligé. Je veux dire, si on appelle un judge, le judge roulera en sa faveur. J'avais qu'à lire mes cartes, attacher ses jouets. Je me suis trompé, j'ai déclaré mon attaque. J'ai déclaré une attaque à 5000, donc mon intention était bien de taper 5000. Mais je veux dire, dans les faits, mon attaque, elle tape à 4000, quoi. Et mon oppo, je pense qu'il est sport et qu'il a juste envie de jouer contre un adversaire qui joue de manière optimale sur une erreur d'inattention. Effectivement, je comprends qu'il ait pu me laisser revenir dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ne m'auraient pas laissé revenir dessus. Et donc je veux quand même le rendre à mon oppo qui a été hyper sport, hyper fair play dans cette situation-là, parce qu'il m'a laissé refaire ma tape à 5000 et non pas à 4000. Voilà. Donc je le crédite et je l'en remercie. Bon, ce qui se passe, c'est que par contre, mon don était quand même attaché, parce que, enfin, la situation qui aurait été frustrante pour mon oppo, c'est, ah bah ok, du coup je détache mon don et je fais autre chose. Non, j'ai laissé mon don attaché, juste j'ai rajouté un deuxième don pour taper à 5000, ce qui n'était pas du tout ce qui m'intéressait, mais ce qui était mieux, c'était mieux que de taper à 4000 dans rien, quoi. Pour continuer la suite de ce report, il développe un baggy plus un prisonnier, j'arrive à Gravity Blade en réponse, sur son tour d'attaque, il me donne pas de bloqueur tout de suite pour tourner autour de Luffy qui peut coucher un bloqueur et létal, il tente pas de venir me létal et il décide de Galdino mon baggy pour gagner du temps. Galdino en late game, c'est vraiment une carte qui est hyper puissante parce qu'elle permet d'enlever un attaquant à l'adversaire et de rentrer des cartes dans ta main pour défendre. Moi, j'ai aussi en retour la possibilité de tenter un létal, mais forcément avec un Galdino sur mon baggy, j'ai quand même moins de puissance de frappe. Donc je décide de tanker un tour de plus et de ne pas tenter l'Event Restand avec 10 attaques, parce que un baggy en moins, c'est quand même 10 attaques, 4 autres attaques sur le board plus mon leader. Mais mon oppo, je sais qu'il a un bloqueur, 2 vies et 2 down-up. Et je me dis, un bloqueur, 2 vies, 2 down-up, donc 6000 de counter potentiel, avec 10 attaques, je pense que ça passe pas. Sachant que mes attaques, c'est pas des boas, c'est des petits personnages, quoi. Donc je tank un tour de plus. À son tour, il dépose un baggy, il tape dans ma vie et prend un trigger G-Blade qui lui enlève un bloqueur pour mon tour létal, et je pars ensuite le tour d'après avec l'Event Restand, avec cette fois-ci 12 attaques pour trouver le létal. C'était, en dépit de l'erreur que j'ai faite avec Luffy, la meilleure game que j'ai jouée dans ce tournoi. C'était une game qui a été hyper serrée, où on a fait tous les deux sortie fonctionnelle, où on s'est répondu de part et d'autre, en prenant les bons trades. C'était assez swingy, quoi. L'avantage passe à l'un, puis à l'autre. Et il y avait vraiment cette situation où je peux tenter létal, mais je décide de tanker et ça passe. Donc j'ai eu en plus de ça la sensation d'avoir pris
les bonnes décisions, d'avoir été récompensé de bien jouer. Donc ouais, c'est une game qui m'a beaucoup plu, et en plus de ça, le fait que mon adversaire ait été très sport, c'est un plus non négligeable. Je me suis mis 9 sur 10 dans cette game parce que c'était la meilleure game et j'ai eu énormément de choix et de décisions à prendre qui étaient plus complexes que dans les autres match-up. Et je me mets -1 sur le potentiel mix-play, donc 8 sur 10, parce que en vrai, j'ai une erreur d'inattention où j'attache un down pour rien, mais bon, c'est pas un misplay, c'est un potentiel misplay parce que mon adversaire a choisi que ça en soit pas un. Voilà. Mais c'est vraiment la game où je sens que j'ai relativement bien joué et qu'elle était assez serrée, quoi. Donc je me retrouve actuellement dans cette Trésor Cup à 5-0, ce qui est complètement aberrant. C'est pas du tout entre guillemets ma place par rapport à mon niveau de jeu. Mais comme je vous l'ai dit, notamment au moment où on prépare où je préparais un peu cet événement-là, je sais que je fais pas partie des meilleurs joueurs de la salle, loin de là. Mais sur une run avec un peu de chance, tout peut se passer. Donc là, ensuite, à l'issue de la 5e game, c'est la pause repas. Je vais me mettre au frais à l'hôtel. Je reviens. Et la 6e game, après avoir affronté une armée de Mirror de Luffy, j'affronte un deuxième Rosinante. On se fait deck check. Donc forcément, quand tu es dans les hautes tables à 5-0, tu commences à subir ce processus-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, il y a des judges qui arrivent à ta table et qui, de manière aléatoire sur les hautes tables, prennent 2 decks pour pouvoir vérifier s'ils sont conformes ou pas. Donc on a 10 minutes de deck check, c'est un peu frustrant parce que toi tu as attendu déjà un certain moment que ta ronde elle reprenne. En plus c'était la pause repas, donc on a attendu longtemps, et tu t'assois, tu es prêt à jouer, et là d'un coup on te dit hop hop hop, tu joues pas tout de suite, tu attends. C'est long, ça met 10 minutes, donc en plus tu te poses la question, tu te dis merde, est-ce que j'ai fait une connerie, est-ce que mes sleeves sont abîmés, est-ce que j'ai bien listé ma decklist. Pas hyper funky le deck check. Le deck check a pris exactement 8 minutes et non pas 10 minutes, mais 8 minutes c'est très long. En plus avec un adversaire qui parle pas français, donc moi avec mon niveau d'anglais, bref, on n'a pas tellement échangé. Au bout de 8 minutes, les judges sont revenus, rien à signaler, nos 2 decks allaient très bien, et donc tant mieux. Et ils nous ont donné 10 minutes de temps additionnel, le temps 2 minutes de shuffle et les 8 minutes qu'ils ont pris à deck check. Donc le match-up contre Rosinante, comme je vous l'ai déjà dit, even. Je gagne le dé, je décide de prendre le go first à mon oppo. Je mulligan ma main parce que ma main est pas très bien. Et au niveau du déroulé, ma sortie est médiocre avec un bang play sur tour 3 don, puis un croco sur tour 5 don. Donc je fais pas double play sur le tour 3 et je fais pas baggy prisonnier sur le tour 5. Donc ça commence très très mal déjà pour pouvoir mettre de la pression à mon oppo. J'essaie d'aggro le plus possible, mais il déploie beaucoup de bloqueurs. Je passe un Luna sur un Rosinante et un Low, mais sûrement trop tôt dans la game, un peu à l'instar de ce que j'avais fait dans ma première game contre Nami du régional. J'ai un setup où je peux envoyer un Luna, mais c'est forcément au détriment d'autres choses qui auraient mis plus de pression, et surtout c'est au détriment du fait que cette Luna, elle aurait été peut-être plus impactante plus tard dans la partie pour coucher plus de persos. Donc là, j'ai un spot, j'envoie la Luna dans un Rosinante et un Low, mais c'est un peu tôt dans la game. Il descend à 1 PV, mais remonte à 2 avec Borsa et une armée de bloqueurs. Je peine à faire descendre sa main. Vraiment, il a plutôt bien managé ses ressources. Je vois jamais de Gravity Blade pour dégager son board, et ça c'est assez important dans le match-up de pouvoir dégager des Rosilo ou des Borsalino avec G-Blade à un moment pour essayer de pouvoir push les dégâts. J'enchaîne avec des Boa, mais il monte à 3 PV et finit par conclure avec un full board. Donc Boa, voilà, certes ça me permet d'outrepasser les bloqueurs, mais il a trop de PV pour que ça me permette d'aller au létal. Je pense que j'ai pas très bien joué cette game, que mes attaques étaient pas optimales, que j'ai fait un mauvais management de ressources sur les différentes attaques que j'ai pu proposer. Donc je perds cette game tout naturellement. Je pense que mon niveau de jeu, je me suis mis 4 sur 10, il était trop approximatif. Et je pense que de toute façon, dans ce match-up Rosinante que je connais pas parfaitement, je faisais un peu tout à l'intuition. Si ce n'est que voilà, je savais que c'est à moi de mettre la pression, prendre mes points de vie en early, c'est pas très grave, avoir le plus de possibilités possible, essayer de freeze un board conséquent, ou alors Gravity Blade les bloqueurs, ça fait partie du plan de jeu. Mais voilà, je crois que après sur le fait d'ordonner mes attaques et la gestion de mes dons sur mes personnages, je pense que j'étais pas particulièrement très très bon là-dessus. Donc 4 sur 10, et c'est ma première défaite dans cette Trésor Cup.
Donc on est actuellement à 5-1 à l'issue de la 6e ronde. Et 7e ronde, là on a toujours le nom de nos adversaires qui s'affichent sur notre téléphone quand les pairings sont affichés. Et là, à 5-1, je vois sur mon téléphone que la personne que je vais affronter, c'est Xixo. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est Xixo, mais si vous êtes fan de jeux de stratégie, de jeux de cartes, vous devriez en avoir entendu dans les années 2010-2015, dans les années Hearthstone. Parce que Xixo, pour moi, c'est la légende d'Hearthstone. C'est le vice-champion du monde du jeu et une personne extrêmement prolifique sur le jeu, que j'avais jamais rencontré d'ailleurs. Et je me dis, bah, ça continue, hein, j'affronte des gens très très forts. Xixo qui lui aussi est un teammate de Flèche, de ce qu'il m'a dit. Donc assez impressionné de pouvoir jouer contre des gens qui sont si forts dans les jeux de cartes. Il joue aussi Luffy, donc on va repartir sur un mirror. C'est un match-up évidemment even. Je lose le dice, donc je go first. Forcément, il m'envoie first, il garde sa curve second. Je mulligan parce que j'ai une main qui n'est pas très très bien. De mon côté, je fais une sortie convenable. Mon oppo, lui, il a la main full et il joue plein de petits body. C'est assez frustrant parce que il a une sortie avec des Dashbone, des bonnes clés, mais vraiment en boucle. C'est-à-dire que sur son tour 5 down, il me fait pas baggy sur son tour 6 down, pardon. Il me fait pas baggy prisonnier que je rêve de pouvoir cueillir avec le Gravity Blade que j'ai en main. Il me fait une sortie avec plein de petits drop 2 qui piochent. Il joue aussi, parce qu'il jouait tout ça dans la team, la Ivankov à 3 qui permet de piocher. Et donc ce qui fait qu'en fait sa sortie qui paraît moins bonne parce qu'il n'a pas de baggy prisonnier sur son tour, et ben en fait elle est meilleure parce qu'elle tourne autour de Gravity Blade. J'ai pas du tout envie de G-Blade des drop 2. Donc c'est, je sais pas si, et tu vois avec le recul, le gars est tellement fort, je me dis mais vu que j'ai la curve first, qui sait très bien que je joue Gravity Blade, est-ce qu'il a juste tourné autour de mon Gravity Blade en refusant sa meilleure courbe pour pouvoir justement tourner autour de Gravity Blade et mettre la pression juste avec des petites cartes tout en construisant sa main? C'est fort probable. Je peux pas le vérifier parce que je sais pas ce qu'il avait en main à ce moment-là, mais je pense qu'il tourne très très bien autour de Gravity Blade. Je passerai quand même la carte plus tard sur un baggy prisonnier, mais elle a beaucoup moins d'impact quand elle est en late game où les ressources s'échangent plutôt que dans la curve, dans la tempo, sur mon tour 7 down. Mon oppo, il a tellement de value qu'il repeuple le board tout le temps. Il a toujours la main pleine. Moi, j'ai que 5 cartes en main, alors que lui, il monte à 12 ou 13 cartes en main. Je me dis, mais comment il fait vraiment? Dans cette game-là, c'est la première fois du tournoi où j'affronte un gars. Je sens qu'il est tellement plus fort que moi que je ne comprends pas ce qu'il fait. Je ne comprends pas les trades qu'il prend, je ne comprends pas les défenses qu'il fait, je ne comprends pas les PV qu'il prend, et je ne comprends pas comment il peut avoir 12 cartes quand j'ai 5 cartes en main. Vraiment, j'ai été surclassé contre ce gars. Et c'est pas une question de sortie, il a vraiment fait tous les deux une bonne sortie. On a joué une game qui a duré 30 minutes et tout, mais il m'a out-value à tous les étages. Donc j'arrive quand même à le mettre à 1 PV, quand moi il me reste que 3 PV. Enfin, moi il me reste 3 PV, pardon. Mais lui en même temps, il a beaucoup pris ses PV en early. Sauf que ce dernier PV, vous allez voir, j'arriverai jamais à le descendre. On échange des ressources et du board. Il arrive à me gravity un prisonnier et un baggy aussi. Je tank, on commence la danse des boas qui annule la boa adverse. Là, on va vraiment dans la partie très contrôle de Luffy bleu-vert où le late game s'engage avec des boas qui annulent les autres boas. J'ai un tour clutch à base de bloqueur et un PV. Je vois qu'il a un brook entrage, donc je me sens safe. Je prendrai la vie sur l'attaque de Boa, bloque avec Croco et défend le létal. Sauf s'il descend un deuxième brook qui couche mon Croco et tape 2 fois avec Boa. Donc voilà, vous l'avez compris, il y avait un tour clutch où si jamais j'arrive à survivre, lui n'ayant plus qu'un PV, derrière j'ai un board qui est assez conséquent pour trouver un létal avec un assemblement de donne. Ça sous-entend du coup tanker un tour de plus en espérant qu'il n'ait pas un deuxième brook dans sa decklist, sachant que statistiquement il y a moins de chances que ça arrive parce qu'il en avait déjà un dans la trash. En gros, je suis puni et je perds cette game où je me suis senti surclassé toute la game, seulement et seulement si mon oppo a un deuxième brook. Sauf que malheureusement, il a un deuxième brook, il couche mon Croco et il attaque pour l'étal avec double boa. Mais quel game de fou. De loin, en tout cas en termes de sensations, je ne sais pas si c'est le meilleur joueur que j'ai affronté. Son palmarès, par exemple, est beaucoup moins impressionnant que Luka. Mais en tout cas, dans la sérénité qu'il avait, les décisions qu'il a prises in-game, la sensation que j'ai eue en jouant contre lui,
de loin le meilleur adversaire que j'ai affronté, de très très loin. Peut-être que Luca est meilleur que Xyzo, mais disons que sa sortie était tellement médiocre par rapport à la mienne qu'il n'a pas eu, je pense, l'opportunité de laisser éclater tout son génie dans la game. Alors que là, contre Xyzo, j'ai senti qu'on jouait pas au même jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Il était vraiment très très bon. Il a pris toutes ses vies en early game. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il va passer à 1 PV et moi je vais le bourrer. Non, il a pris ses vies, développé son board méticuleusement, toujours resté très très haut en main, beaucoup de cartes en main, ce qui fait que tu as toujours peur du coup d'essayer de partir sur ton tour létal, tourner autour de mon Gravity Blade pour pas se le prendre sur son premier baby prisonnier. Non, c'était vraiment masterclass. Et quand bien même il fait cette masterclass, moi ce qui me frustre, c'est que je suis à ça de la gagner. Parce que s'il n'a pas un deuxième Brook, ça passe, tu vois. Ça passe pour moi. Mais c'est un très bon joueur. Il savait ce qu'il faisait. Il a tellement creusé dans son deck. Il avait 12 cartes en main. Évidemment que s'il joue un deuxième Brook, il va le trouver, quoi. Donc voilà, niveau de jeu, je me suis mis 5 sur 10. Peut-être j'ai été un peu dur avec moi. Je pense que j'ai pas si mal joué, mais en même temps, je suis à 3 PV avec 5 cartes en main pendant que lui, il en a 12. Donc si, en fait, j'ai dû mal jouer. De son point de vue, j'ai forcément mal joué, quoi. Et à la fin de la game, il m'a confié que je vous... voilà, petite info, petit insight. Vous avez un petit conseil de la part de Xyzo que je me permets de vous relayer. Il m'a montré DMG en me disant que pour lui, c'était une des meilleures cartes du match-up et qu'il avait envie peut-être d'en jouer une de plus. Voilà. Mais en tout cas, il était très haut sur cette carte-là dans le match-up. Voilà, tout simplement. Donc là, je me retrouve malheureusement à 5-2. C'est ma deuxième défaite d'affilée. Après 5-0, je commence à affronter des joueurs juste trop forts pour moi. Et je commence à perdre. La logique est respectée. 8e game, je m'assois en face d'un adversaire qui joue Luffy. Encore une fois, je ne fais que des mirrors de Luffy bleu-vert. Mais c'est un peu le... Pas un souci, mais en tout cas, c'est un peu ce qui se passe quand tu es dans les hautes tables et que le deck est réputé comme étant un deck de bons joueurs, quoi. Et en même temps, moi je suis content de faire des mirrors parce que c'est un match-up que je connais plus ou moins, quoi. Donc là, je gagne le dé, je décide de go second pour respecter ma curve, je mulligan ma main, je fais une sortie convenable, mon oppo joue hyper aggro et vide sa main rapidement, ce qui est hyper bizarre par rapport à justement ce que Xyzo avait fait dans ma game précédente où à l'inverse, il vidait pas sa main et il prenait rapidement ses PV. Là, moi j'ai un adversaire qui défend ses PV et fait une sortie très agressive où il va vraiment bourrer dans mes PV. Donc moi, à l'inverse, je prends mes PV et je descends à 1 quand il est à 3 PV. En gros, on vit vraiment la game inversée. Genre, je suis Xyzo et il est moi sur le tour d'avant, sur la game d'avant. J'essaye de prendre tous les trades et de jouer la value pour prendre l'ascendant sur le board. On descend tous les deux plutôt bas en vie. J'arrive à rééquilibrer un peu les PV. J'ai un tour hyper safe où je le descends à 1 PV. Je passe mon tour avec une boîte sur le board et 2 bloqueurs plus 1 PV et full board. Je pense que j'ai létal 100% le tour d'après. Sauf que mon oppo fait Gravity Blade sur mes 2 bloqueurs et me tue car j'ai 0k counter en main. Et je suis dégoûté. C'est vraiment genre le létal du désespoir. En fait, au moment où mon oppo... Parce qu'il me reste 1 PV, 2 crocodiles en bloc. Au moment où mon oppo fait Gravity Blade sur mes 2 crocos, il a plus assez de donne pour raisonnablement pouvoir me létal avec une carte dans les PV et la main que j'avais. Je devais avoir 4 ou 5 cartes en main. Sauf que ce que mon oppo sait pas, c'est que dans ma main, j'ai que des cartes qui défendent pas. Mais ça, au moment où il y va, il peut pas le deviner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la game qui est la plus horrible en termes de feeling que j'ai eu joué de ce Regio et de cette Treasure Cup parce que j'avais l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait dans le match-up, d'avoir joué convenablement, de m'être assuré un tour setup létal 100% avec mes 2 crocodiles et mon PV et mes cartes en main. Il n'y avait pas trop de raisons que l'oppo essaye d'aller au létal avec le board qu'il avait. Et en fait, Gravity Blade... Je pense que du point de vue de l'oppo, c'était peut-être qu'en fait, ça me fait penser à un létal du désespoir. Mais c'était peut-être la meilleure option dans le sens où il devait se dire de toute façon, je peux pas survivre le tour d'après. Donc il avait rien de mieux à faire que Gravity Blade, Intouche tente un létal désespéré. Et comme on dit dans les TCG, shit happen. Je crois que c'est la première fois donc on est à ma 18e game du week-end. C'est la première fois que je me plains de la variance, je pense. Je me dis, cette game-là, je la gagne pas parce que je me fais variancer.
Je crois que toutes les autres games que j'ai perdues, je les ai perdues parce que mes oppos étaient meilleurs que moi ou parce que je ne connaissais pas le match-up et que j'avais pas assez bien travaillé. Mais là, cette game, je suis juste... bon. Avec 4 cartes en main, je prends des attaques 5k leader que je défends pas, quoi. Je me suis mis 6 sur 10 en niveau de jeu. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je sais pas où j'ai pêché. En tout cas, j'ai dû probablement... C'est des games longues, des mirrors de Luffy qui demandent beaucoup d'optimisation. Je pense qu'en termes de passage d'informations, j'ai fait beaucoup d'erreurs. En gros, Luffy, c'est un jeu qui te récompense à d'abord faire tes attaques et ensuite jouer tes cartes. Mais en même temps, comme tes cartes, elles piochent ou elles peuvent sélectionner, tu as parfois envie aussi de jouer tes cartes avant de faire tes attaques. Mais si tu joues tes cartes avant de faire tes attaques, tu donnes plus d'informations à ton adversaire sur la manière qu'il a de défendre. Et donc le savant, l'équilibre du jeu, c'est d'essayer de faire toutes les attaques possibles avant de jouer tes cartes, ou alors de jouer tes cartes en amont seulement quand c'est strictement nécessaire ou que tu vas pour jouer, pour trouver une carte supplémentaire ou en tout cas une carte clé. Et le fait d'être capable de faire le plus de rétention d'informations, je crois que c'est le next level avec le deck. Et c'est sur ça où globalement j'ai une marge de manœuvre et d'apprentissage qui est énorme, je pense. Là où j'ai été le bien moins bon que mes adversaires, c'est d'essayer de cacher au maximum mes envies, en tout cas les tours que j'ai envie de proposer, quoi. Et donc je me mets que 6 sur 10 parce que je pense que j'ai été assez lisible sur cette game, quand bien même ça aurait pu passer. Et donc de 5-0, on passe à 5-3 malheureusement, hein. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent et continuent. J'arrive ensuite face à un adversaire qui joue Enel en 9e ronde. Je peux pas me plaindre d'affronter Enel maintenant parce que sur 19 games, c'est le seul que j'affronte. Mais il faut savoir que dans les gros match-up du format, c'est le pire match-up du deck. Donc c'est un MU qui est plutôt défavorable. C'est pas aussi défavorable que genre Kalgara ou Dunkrig. Mais Kalgara et Dunkrig, t'es pas censé les rencontrer, en tout cas très rarement. Alors que Enel, tu peux en rencontrer. Donc match-up défavorable, je gagne le dé, je décide de piquer le go first à mon adversaire. Je garde ma main, je fais une sortie convenable avec Luffy tour 1. Un seul tour 2 au tour 2, donc je tape leader à 8k pour qu'il prenne ses PV. On sait que dans le match-up, c'est pas vraiment dans tes mains, il faut mettre le plus de pression possible et espérer que l'oppo brique un peu ou que toi, tu sois assez ressourceux pour reconstruire et vraiment aller au létal. Mon oppo tord mon drop 2 et développe un chien. Sachant que j'ai pas fait double drop 2, je me retrouve sans board. Je protège mes PV sur la double attaque du chien, mais je dois donner un Galdino de ma main, donc qui est une très très bonne carte dans le match-up parce que ça permet en late game de freeze les NL et ça passe par ça la victoire, hein. C'est le côté très tempo, genre je vais de Galdino et de Boat et NL et taper tous les tours et globalement j'aurai juste à défendre les frappes 6000 que tu vas m'envoyer avec tes drop 1. L'oppo descend un deuxième chien alors que je me bute dans cette game pour essayer de vivre. J'ai la chance de trouver un Gravity Blade pour gérer les deux chiens d'un coup et continuer à taper tête. Je trouve pas de tour 2, donc mon Luffy sur le board tape jamais avec mes crocos en main. Et donc mes crocos en main sont dead, pardon. En gros, c'est ça. Comme mon tour 1, c'est Luffy, et que mon oppo gère mon board, avec ça, je peux jamais taper, donc je me retrouve toujours à taper leader, et j'ai juste réussi à G-Blade les deux dogs, mais je crois que mon oppo, il s'en fout un peu. Et surtout, moi, j'ai des crocodiles en main qui sont morts, parce qu'en l'absence de tour 2, eh ben, je peux jamais tirer un maximum de value de ce crocodile, parce qu'il remonte pas les drop 1, il remonte que des drop 2. Donc ça, pareil, un peu de variance négative là-dessus. Sur son NL à 6, je fais Boa, il arrive à Gamma Knife, into attaque de homme, into Thor sur ma Boa. Donc forcément ma Boa elle tient pas un tour. Dernier tour, je vais face, puis je set up un double croco pour pas mourir avec une seule vie. Et l'oppo il a double Mamaragan pour coucher les deux crocodiles et il arrive à trouver l'étal. J'ai mis dommage dans mon report parce que, un peu comme la game précédente, j'ai le sentiment que ça pouvait passer et que je joue un peu de malchance. J'ai pas de drop 2 pour développer mes crocos plus tôt et continuer à mettre de la pression. Et en plus de ça, l'oppo il a double Mamaragan sur le tour où je dois tanker pour ensuite essayer d'aller létal au tour d'après. Shit happen. C'est pas vraiment dans mes mains Enel de toute façon. Je sais pas si j'aurais pu jouer mieux. Je pense que ma principale erreur, elle est de garder ma main. Et encore que non, je garde une main avec un T1 et un T2. Juste mon oppo, il pète mon T2, il développe dog. Et derrière, je retrouve pas de T2, je suis bloqué avec mon T1. Non, ouais. Je sais pas si j'aurais pu faire mieux. En tout cas, le match-up est compliqué. Si l'oppo, il a toutes les réponses, c'est difficile de passer.
Et donc je me retrouve ici à 5-4 après cette 9e ronde. C'est fini, je peux plus jamais espérer malheureusement avoir les price cards du top 64. Et c'est un peu difficile à encaisser quand tu commences en 5-0 de te retrouver en 5-4. 5-0, tu étais dans les premières tables, tu commençais à gagner, tu commençais à rencontrer des joueurs forts, à jouer contre des joueurs forts, à être à la table à côté des joueurs forts. Et puis bah là, à 5-4, tu descends. Hein. Tu descends un peu dans les tréfonds malheureusement. 10e game et dernière de ces 20 games de ce régional de Toulouse qui m'auront appris énormément sur ce jeu. J'affronte Nami. Nami qui est, comme pour clôturer le bal, le premier deck que j'ai affronté lors de ce régional samedi matin et donc le dernier deck que j'affronterai lors de cette Treasure Cup le dimanche soir. Le match-up est even, plutôt favorable, mais il y a quand même des versions de Nami, et vous allez voir que celle-là, elle était plutôt pas mal adaptée, qui peuvent être légèrement défavorables en fonction du build, notamment s'il y a des wipers, s'il y a des Gravity Blade, et s'il y a des... Je sais plus comment s'appelle cette carte, mais c'est un drop 5 qui permet de descendre un 5 de ta main et qui est 4000 bloqueurs, ce que mon oppo me fera. Donc je perds le dé, mon oppo m'envoie second, donc je peux pas lui piquer le go first. Je suis obligé de mulligan ma main. Je fais une sortie descente avec Luffy tour 1 dans Mon-Clé. J'ai un croco sur le tour 2, plus une frappe 7000 sur 4 donnes, ce qui est plutôt pas trop mal, parce que ça permet de commencer à gratter des PV à l'oppo ou gratter des cartes dans sa main. J'arrive à monter haut en carte en main. Il dépose pas grand chose, mais il défend plutôt bien. Il arrive à me curver, voilà, c'est Vivi into Nami dans Wiper sur 7 donnes qui m'empale complètement. Donc en gros, Vivi, c'est une carte qui est 4000 bloqueurs pour 5 et qui dit que tu peux jouer un Mugiwara de 5 ou moins de ta main. Donc en fait, ça permet de faire ton tour 5 sur le play avec Nami qui te permet de piocher la carte, équiper un don et piquer un PV à l'adversaire en rajoutant un 4000 bloqueurs dans l'équation. Et ça, je connaissais pas cette carte, mais du coup, c'est bien contre moi parce que ça lui permet de tanker encore plus. Et le tour d'après, sur son tour 7 down, il me fait un tour wiper qui éclate mon board. Donc vraiment, la game qui se passe très difficile. Il arrive à détruire 2 bodies et à trade un baggy, ce qui fait que mon board reste complètement vide. J'arrive quand même à le descendre bas en point de vie en enchaînant les attaques 7k, mais il arrive à remonter avec un Borsa et double Robin, donc il aura réussi à heal 3 PV dans cette game. Je m'épuise à force de faire des frappes 7k, mais j'ai pas le choix, hein, parce que de toute façon, sinon, Nami défend trop facilement. Ma Boa se fait Galdino, j'ai pas assez d'attaquants naturels pour utiliser l'Eventry Stun pour tenter un létal. Je tank un tour avec un croco bloqueur et une full main. L'oppo va pas au létal, il se heal et je meurs naturellement le tour d'après. Donc game un peu frustrante aussi contre Nami. Je finis par la perdre et donc je fais 5 victoires pour 5 défaites lors de cette Treasure Cup. Je le rappelle en commençant à 5-0. Je peux vous dire que le soir, le dimanche soir, j'étais abattu. Je ne l'ai pas montré, ça ne s'est pas spécialement vu, mais à l'intérieur, j'étais vraiment très déçu. Déçu parce que j'ai réussi à jouer des games qui étaient convenables, je trouve, pour le niveau de jeu que j'avais en arrivant. Et j'ai eu la sensation sur cette fin de Treasure Cup de souffrir un peu de la variance. Ce qui n'a pas du tout été le cas dans le régional de la veille. Le régional de la veille, j'avais vraiment la sensation que je connaissais pas les match-up et c'est tant pis pour moi, ça veut dire que je m'étais pas assez bien préparé, ou alors j'avais juste moins bien joué que mes oppos, vraiment moins bien joué que mes oppos. Là, j'avais un peu cette sensation de j'ai pas eu la dose de chance nécessaire pour aller un peu plus loin, dans cette Treasure Cup. Mais par contre, j'ai beaucoup appris, j'ai eu la chance de jouer contre des joueurs beaucoup plus forts que moi, vraiment très forts. La plupart des gens que j'ai affrontés, dès que j'ai été à peu près à 3-0, je pense que tous les gens que j'ai affrontés étaient vraiment plus forts que moi. Et donc c'était hyper stimulant de pouvoir les affronter. C'était cool aussi d'être dans les hautes tables, de pouvoir parler à d'autres joueurs qui étaient très forts. Je fais un big up notamment à Hardcore qui, quand j'étais à 5-0, était lui aussi à 5-0 à la Treasure Cup. Donc on était un peu contents tous les deux, à la fois pour nous-mêmes et aussi l'un pour l'autre. Sauf que lui, il a plutôt continué à gagner. Donc très très bonne nouvelle aussi. Moi j'ai commencé malheureusement à décliner un peu. Ça aurait été marrant d'ailleurs qu'on puisse s'affronter en mirror de Luffy. Mais voilà, j'étais un peu déçu. J'aurais préféré ne pas commencer à gagner autant. Le 5-0 into 5-5, il est beaucoup plus dur que la veille où tu fais 1-3 into 2-5 into 5-5, où tu as eu l'impression justement de gagner tes dernières games. Donc tu restes sur une bonne impression de ah ok, j'ai mal commencé mais j'ai bien fini, je me mets en condition d'essayer de faire de mon mieux le lendemain à la Treasure Cup.
Là, la Treasure Cup, c'était vraiment en mode allez, on te donne l'espoir et d'un coup, on t'enlève tout espoir. Ou parce que tu rencontres des mecs plus forts que toi. Je veux dire, contre Xigzo, il n'y avait pas photo. Le gars était tellement plus fort que moi. Mais après, ouais, t'as quand même ce truc, tu finis sur 5 défaites, c'est dur à encaisser, quoi. Puis en plus, il y a un peu la déception de... tu sais, il y a tout le monde qui vient te voir et qui te dit alors comment ça se passe parce que, encore une fois, je ferai un big up. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils regardaient justement toute cette préparation, qui étaient contents de me voir sur un régio à One Piece, qui savaient que c'était mon premier régio. Beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont commencé One Piece, notamment grâce à nos vidéos et tout. Et donc tout le monde était très sympa et intéressé de savoir quelle était ma performance sur le moment. Et donc quand tu es à la Treasure Cup et que les oppos viennent te voir et que tu leur dis ouais, je suis à 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, tout le monde est hyper content pour toi et imagine que tu vas peut-être réussir à convertir ça vers un top ou une prize card. Et puis en fait, à la fin de la journée, tous les gens que tu as croisés, qui viennent te voir, qui t'ont vu à 5-0 quand tu leur dis que tu as fait 5-5, tu vois la déception qu'ils ont dans leurs yeux, mais ils sont pas déçus de toi, ils sont déçus pour toi, et ça te fait, c'est dur, ça fait de la peine, quoi. Mais c'était cool, voilà. En fait, j'ai eu quand même un certain moment, pendant notamment mes 5 premières games, j'ai entreaperçu l'espoir de pouvoir faire un top à One Piece. Et j'étais content. Ouais. J'ai vécu un ascenseur émotionnel sur cette Treasure Cup de très très haute qualité. Vraiment le gros ascenseur. Au niveau bilan de cette Treasure Cup, je suis content d'avoir affronté beaucoup de mirrors et que des decks représentés dans le format, à la différence de la veille où j'ai affronté des choses que je connaissais pas. Point négatif, j'ai affronté aucun Teach, qui est le meilleur match-up du deck, et j'en ai affronté aucun le jour 1 et aucun le jour 2 pour me donner une petite game un peu de répit, mais ça n'a pas été le cas. Pareil pour mes adversaires dans les points positifs, que des adversaires, si ce n'est agréables, en tout cas pas désagréables. Là, on était, quand tu commences à gagner, à être dans des tables avec beaucoup de victoires, c'est normal que les gens soient plus fermés. J'étais le premier à être fermé, mais disons que personne ne m'a fait peser le poids de sa défaite, ou en tout cas n'a entaché mon sentiment de victoire. Donc non, grand respect à tous mes adversaires. Je peux vous montrer ma run. Voilà, donc on a 3 points, 3 points, 3 points, 3 points, 3 points, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je ne sais pas si vous imaginez ma détresse mentale à partir de la 6e ronde, c'était quand même grand. Mais non, voilà, j'ai eu que des adversaires sympas, plutôt très bons. Et j'en retiens maintenant, après coup, le dimanche soir, j'étais un peu deg. Mais là, avec le recul, je n'en retire que du positif. C'était trop stylé, la run jusqu'à 5-0 avec Trek aussi. On était tous à côté, se soutenir, c'était trop bien. Ouais, en fait, c'est ça, il y avait une effervescence où tous les joueurs français, donc Trek, Flèche, Hardcore, moi, on était tous à 5-0. On était là en mode putain, trop bien, incroyable, la Treasure Cup se passe trop bien. Et moi, je suis un peu sorti du groupe après, quoi. Belle expérience, tu n'en es pas si loin du top. Ben, si, finalement, j'en suis loin, mais j'en sors, entre guillemets, avec l'idée que c'est pas du tout inabordable. En gros, au niveau de mon niveau, je me suis rendu compte que j'avais pas j'avais pas du tout le niveau des meilleurs joueurs de la salle, mais ça, je le savais déjà. Mais je pense que j'avais des gros manquements. Pas forcément de fondamentaux, mais sur la decklist et certaines théories de match-up. Et ça, j'aurais gagné à avoir, comme je disais, un groupe de test en fait. Un groupe de test pour pouvoir faire un peu plus de volume dans des match-ups spécifiques et avoir des plans adaptés à tout le monde. Et ça, c'est un truc que j'essaierai de corriger si je refais un régio, c'est de m'encadrer. C'était très bien d'avoir eu un coaching avec Flèche et qui répondent un petit peu à mes questions, mais je crois que j'ai besoin de jouer avec des gens. De jouer avec des gens pour pouvoir justement m'améliorer. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé que le niveau global était abordable. Genre, c'est jouable de faire un top 64 en Regio One Piece. Par contre, le très haut niveau, les meilleurs joueurs, ceux qui vont avancer dans le top cut, prétendre à faire top 8, top 4 ou gagner, là pour le coup, le niveau est très 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 haut. Vraiment très très haut. C'est très disparate. Le niveau le plus bas est plutôt bas. Le niveau haut est plutôt très haut. Et le niveau moyen est convenable, mais jouable. Je pense qu'il y a des TCG qui ont des niveaux moyens plus élevés et des TCG qui ont des niveaux moyens plus bas. Donc, je pense que, en tout cas, ça m'a
donné envie de jouer à One Piece de manière encore plus régulière. C'est vraiment mon appétit ne s'est pas calmé. Les gens pensaient qu'après le régional de Toulouse, j'allais mettre un peu One Piece de côté et jouer à autre chose et tout. Non, non, hier soir, je me suis pointé à mon local pour jouer à One Piece. Le gérant me disait, ah, je pensais qu'après Toulouse, t'allais drop un peu de jeu et faire autre chose. Je dis, ah non, 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 ça m'a donné un appétit, vous n'avez pas idée. J'ai trop envie de jouer à One Piece. Au contraire, j'avais envie d'appliquer. J'ai eu l'impression d'avoir pris plein de skills, d'être devenu un meilleur joueur pendant tout ce tournoi. En plus, on joue à un deck qui t'apprend à devenir un bon joueur. Je dis, moi, là, j'ai envie de mettre en pratique sur ce tournoi. J'ai envie de jouer. Non, non, j'ai très envie de jouer. En plus, du coup, hier soir, j'ai gagné mon tournoi local. Pardon, donc j'étais plutôt content de pouvoir revenir avec plus d'expérience et de la mettre en pratique directement sur ce local. Mais donc, non, ça n'a pas eu l'effet de calmer mon envie de jouer à One Piece, mais au contraire, ça m'a donné faim, ça m'a donné envie de jouer plus régulièrement. Et si j'ai la possibilité de faire d'autres régios, peut-être pas en Europe, je vais pas non plus me mettre à me déplacer et compagnie, mais si je peux faire d'autres régios en France, je les ferai, quoi. Je les ferai et c'est faisable. Voilà, il ne me manque pas grand-chose pour espérer avoir la chance de faire un top 64. Il me manque énormément pour faire partie des meilleurs 64 joueurs de la salle. Ça, c'est évident que j'ai pas du tout le niveau de ces gens-là. Mais avoir un peu de chance, un peu de variance et la convertir avec un niveau de jeu moyen, très faisable. Très, très faisable. Donc, on va se battre pour les prochains régios. Je ne sais pas quand c'est les prochains régios en France. Faudra voir. Mais il y a de grandes chances que j'y sois. En tout cas, j'essaierai de prendre mes billets, quoi. Au niveau du bilan de l'event, je trouve que l'orga était plutôt convenable. Les games se sont bien enchaînés le samedi. C'était plus long le dimanche, mais parce qu'il y avait plus de side event, il y avait le top cut à gérer. Donc, ouais, c'était un peu moins fluide sur la Treasure Cup, mais ça va, on va dire. C'était OK. Je retiens que la communauté One Piece est cool. Moi, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses très désagréables, très toxiques de la part de joueurs qui sont très orientés autour de l'appât du gain. Et donc ça, je peux pas le... En fait, mon débrief personnel, je devrais pas le prendre en compte parce que ça m'est pas arrivé, mais j'ai entendu trop d'histoires, même autour de moi, des gens qui sont venus me le rapporter, il s'est passé ça dans mes games, j'ai pas osé appeler le judge, mon adversaire m'a filouté. Il y a carrément, et d'ailleurs je le créditerai pas, la personne qui a gagné le tournoi, qui est soupçonné d'avoir triché. On l'a notamment vu faire un move shady en table filmée et on a la confirmation de la part d'un autre créateur de contenu français qu'il a affronté dans les rondes que ce move shady, il l'avait aussi fait contre lui. Donc ça, voilà, quand je fais le bilan, je peux pas omettre ça. Il y a effectivement, de par l'appât du gain que génère One Piece, une certaine toxicité et une certaine appétence pour la triche de la part de certains joueurs. Et donc il faut faire très attention à ça. Mais voilà, moi, j'ai pas été confronté à ça. Et tant mieux pour moi. Parlons des vrais débats maintenant. Tu choisis quoi entre ne plus jamais jouer à One Piece, ne plus jamais jouer à Magic ou ne plus jamais voir ta famille? Je suis gentil, je t'ai laissé le troisième choix. Ah, c'est bizarre, l'énergie du moment, elle est sur One Piece, j'ai kiffé. Je kiffe le jeu, je trouve que c'est un des jeux qui est le plus accessible, c'est-à-dire qu'en termes de compréhension des règles, tu pitches le jeu en 2 minutes et un néophyte peut jouer très facilement. C'est très facile de mal jouer à One Piece. Très très facile de mal jouer à One Piece. Mais du coup, quand tu joues mal, tu t'en rends pas compte, tu t'amuses juste. Donc, c'est très simple de commencer One Piece. Et en même temps, le level de difficulté que te propose le haut niveau de One Piece est très élevé. Il faut imaginer, et je prenais souvent cette comparaison avec Flesh and Blood, qui est un jeu pareil, qui a une énorme complexité de par ce que j'appelle l'arbre décisionnel. Ta partie est un arbre et chaque décision est une branche qui crée une ramification supplémentaire. Eh bien, on imagine que l'arbre décisionnel de Flesh and Blood et de One Piece est un arbre particulièrement feuillu. Parce que, en fait, vu que chacune de tes cartes est à la fois une carte que tu as envie de jouer, mais à la fois un counter 1000 que tu peux jouer à n'importe quel moment de la partie, et que chacun de tes dons représente à la fois une ressource que tu peux utiliser, mais une valeur d'attaque que tu peux attacher à un personnage, ça te donne un nombre de possibilités par tour qui est juste incalculable. Le nombre de décisions que tu as à prendre dans One Piece, il est plus important que dans quasiment tous les autres TCG. Ce que j'aime avec One Piece, c'est cette simplicité-là qui se transforme en cette complexité-là pour des gens qui viennent de jeux réputés très durs, notamment comme Magic par exemple.
je suis pas sûr que l'arbre décisionnel d'une game de Magic soit aussi large. La micro à Magic est beaucoup plus importante. Un très bon joueur de Magic peut, de par la variance inhérente au jeu, perdre contre un très mauvais joueur de Magic. Ça arrive assez régulièrement, d'ailleurs je le disais, les meilleurs joueurs de la planète, ils ont 65% de win rate parce que tu peux faire une mauvaise sortie, parce que tu peux ne pas trouver tes landes et compagnie, et parce que parfois ton arbre décisionnel est quand même restreint selon ce que tu joues. J'ai beaucoup mis ça au crédit de Flesh and Blood, et en fait je retrouve absolument les mêmes arguments de par la pluralité de possibilités que te donne une seule et même carte sur son aspect défensif et son aspect offensif. Et ben en fait je vais mettre le même crédit que je donnais à Flesh and Blood sur One Piece. Parce que c'est exactement la même chose. Donc c'est un peu difficile de me demander de choisir entre One Piece et Magic, parce qu'il y en a un qui m'a construit, et il y en a un qui me hype en ce moment, quoi. Mais peut-être aussi parce qu'il est nouveau, attention. Mon appréciation, elle n'est pas forcément objective, elle est biaisée de par le fait que j'ai tout à apprendre à One Piece, là où Magic est un peu plus habituel pour moi. Magic a un game design qui est insensé. C'est-à-dire que c'est le meilleur game design du jeu. Il y a trop de possibilités. Ce que tu peux faire avec un deck Magic, les actions que tu peux faire in-game sont tellement plus larges que ce que tu fais dans One Piece. En fait, One Piece, la subtilité du jeu, elle vient du core gameplay. Elle vient du fait juste qu'il y a un counter mill sur tes cartes et des dons que tu peux attacher. Magic, le core gameplay est pas du tout aussi stimulant. Parce que tes cartes n'ont pas autant d'applications. En fait, je vais vous donner un exemple qui résume bien ce que je pense. Disons que si on devait jouer à Magic en full vanilla ou à One Piece en full vanilla, tu prendrais plus de plaisir à jouer à One Piece en full vanilla. Et voilà, l'un a un game design et des possibilités infinies, l'autre a juste un core gameplay qui est fun, quoi. Je suis obligé de synthétiser le propos et de l'encadrer et de le vulgariser pour que ça soit entendable. Mais effectivement, qu'un land à Magic, ça sert pas que à faire de la ressource. Il y a des lands qui te permettent d'être utilisés pour pouvoir faire des effets. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'exception. Un land à la base, ça fait de la ressource, et par exception, ça fait d'autres choses. À One Piece, c'est la règle par défaut. C'est-à-dire que par défaut, tes lands ont tous deux applications. Tous. Pas quelques-uns. Tous. Donc ça crée deux bases sur le core gameplay, plus de profondeur. A l'inverse, sur tous les effets, le texte des cartes et le game design, Magic, lui, a une profondeur insondable. Insondable. Tes vanilles à Magic ne sont que des stats, alors que tes vanilles à One Piece sont des stats, mais des counter mill. Je parle juste de la possibilité de move par tour. Si tu prends les deux jeux qu'avec des vanilles, la possibilité de move par tour est exponentiellement plus grande dans One Piece que dans Magic. J'entends ce que tu dis, mais je ne sais pas si cette expérience de pensée en mode vanilla implique forcément que les jeux conservent cette différence dans le concret. Ah bah non, c'est pour ça que dans le concret, Magic est un jeu exceptionnel. Encore heureux que dans le concret, le game design et les game designers de Magic ont fait du texte sur les cartes qui rend le jeu complètement fou. Mais je me dois de défendre One Piece sur ce que j'ai apprécié, sur ce que j'ai ressenti et sur l'efficacité de son gameplay. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, j'essaie d'expliquer exactement pourquoi la réponse elle est pas si simple à donner entre quel est le meilleur entre One Piece et Magic. La réponse qui viendrait en tête de la part d'un puriste TCG, c'est direct de dire Magic. Mais maintenant qu'on essaye d'enlever la réponse facile et de réfléchir, d'intérioriser, d'intellectualiser et de comprendre, moi, les sensations que j'ai eues, je trouve que la question, elle n'est pas si simple. Et c'est pour ça que j'essaye d'y répondre en donnant des arguments d'un côté comme de l'autre. A l'inverse, je vais maintenant donner un point aussi à Magic dont on n'a pas parlé. Le deck building sur One Piece est inexistant. Je suis un peu dur, je suis un peu méchant, il y a un peu de deck building. Mais je veux dire, One Piece, c'est un jeu des 7 familles. Mon leader, il est Impel Down. Je vais jouer toutes les cartes qui sont Impel Down dedans. Je veux dire, c'est très orienté. Bandai oriente le deck building de ses joueurs. Il n'y a pas de deck particulièrement surprise. Les leaders génériques, ça arrive, mais c'est rare. Et globalement, tu vois quand même très bien ce qui va synergiser avec ces leaders génériques-là. La plupart du temps, on est des leaders qui vont jouer des sous-thèmes, des familles, et on va tout le temps à peu près mettre les mêmes cartes dedans, si ce n'est quelques cartes tech qui vont elles évoluer en fonction du méta. Ce que propose la diversité de deck building de Magic, pareil, ça n'a aucune commune mesure. One Piece, le deck building est restreint, c'est pas l'aspect principal du jeu. En gros, Magic va compenser des mécaniques un peu rouillées, un peu rigides, par un game design et un deck building complètement impressionnant.
Je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que je voulais dire sur ce régional de Toulouse. C'était une très bonne expérience. Encore merci à toutes les personnes qui sont venues me saluer, venues me voir, qui sont venues me demander où j'en étais dans mon tournoi, qui ont été vraiment tous adorables avec moi. Merci aux orgas, évidemment, qui ont organisé ce tournoi-là. Force à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont fait un bon résultat. Je suis trop content pour vous et c'est mérité. Et puis j'espère faire un autre régional et pouvoir vous faire un autre débrief comme celui-ci. Voilà, après ce tournoi, si je devais jouer une liste de Luffy bleu vert, je cutterais un Electrical Luna. Je pense qu'on n'en a plus tellement besoin et que les Gravity Blade font le job. J'enlèverais le Galdino 3 pour remplacer ça par 2 Brook parce que ça m'a beaucoup manqué dans mes games de ne pas pouvoir tuer avec le setup Brook Boa qui marche très très bien. Et qui m'aurait peut-être facilité certaines games. J'enlèverai un Jimbe pour mettre un 3e Galdino qui est une carte vraiment très puissante et je cutterai les 3 Ivankov vertes que j'ai jouées, que j'ai trouvé toujours quasiment tout le temps nul pour des Ivankov bleus qui me permettraient de faire un petit peu plus de cartes advantage. Donc voici la liste que je testerai à l'avenir. Faut que je récupère certaines cartes, notamment la Ivankov, mais elle me semble, ma foi pour l'instant, plutôt fonctionnelle. Donc dans les points négatifs aussi, pas totalement satisfait de ma decklist. Mais ça, encore une fois, quand tu t'entraînes tout seul, c'est difficile de pouvoir vraiment, comparer, t'adapter et avoir la bonne liste. Hardcore m'avait quand même précisé que Brooks était vraiment puissant. Et je dois dire que je ne l'ai pas écouté sur ce point-là. Et c'est un peu dommage parce qu'il avait raison. C'est vraiment une super carte et le setup Boa Brooks, ça passe vraiment à travers les bloqueurs. C'est contre Nami ou Rosinante, typiquement, vraiment une carte clé dont tu ne peux pas te passer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer à One Piece et peut-être de participer à un régional. C'est vraiment très très sympa, l'ambiance est hyper fun, les gens sont pour la plupart tous très sympas, le jeu est très cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.